L'urgentiste de l'aéroport a fixé un oxymètre de pouls sur le doigt de mon fils de 4 ans. Le chiffre s'est stabilisé à 91, et le calme a instantanément disparu de son visage. Madame Ellison, il ne peut pas prendre l'avion. Sa respiration est trop rapide, sa fièvre dépasse les 40 degrés, et il a besoin d'une ambulance immédiatement. Milo s'est affaissé contre le torse de mon mari. 20 minutes plus tôt, Tran avait insisté sur le fait qu'il était seulement fatigué. L'embarquement pour le vol 284 de Blue Haven à destination de San Diego avait commencé. Désormais, une secouriste se tenait entre nous et la porte d'embarquement. J'ai attrapé la manche de Tran. Annule le voyage, viens avec nous. Dans la file prioritaire, Alyssa Crane patientait à côté de 2 valises argentées. Les documents de lancement la qualifiaient de « consultante externe en images de marque ». Cependant, une notification d'hôtel sur le téléphone de Tran avait révélé qu'elle était enregistrée comme invitée dans sa suite exécutive. Tu embarques avec la femme avec qui tu couches, pendant que ton fils part aux urgences, lui ai-je lancé. Tran n'a pas nié. Milo a entrouvert les yeux et l'a appelé, mais Tran regardait l'écran d'affichage de la porte. Il m'a répondu que ce lancement impliquait des investisseurs, des officiels de l'aéroport, et que des centaines d'employés l'attendaient. Il a ajouté que je gérais les médecins bien mieux que lui. Ensuite, il a remis Milo dans mes bras. Il m'a dit que j'avais construit ma vie autour de mon rôle de mère, puis il s'est engagé dans la passerelle avec Alyssa. Je n'ai pas appelé le PDG de Blue Haven, et je n'ai ordonné à personne de stopper le vol. Le souffle de Milo s'est brisé contre mon cou. Face à ce son, chaque autre détail de cet aéroport a perdu toute importance. Les secours de l'aéroport nous ont conduits à l'hôpital pour enfants de Lakeview. Les médecins l'ont mis sous oxygène, l'ont perfusé, et ont diagnostiqué un début de pneumonie. Ce n'est qu'une fois Milo stabilisé que mon téléphone s'est allumé. C'était un message de Diane Lawson, la secrétaire générale de Blue Haven. Les opérations ont signalé un potentiel conflit de voyage impliquant un cadre dirigeant. Souhaitez-vous que la direction soit prévenue? Tran croyait que la compagnie aérienne appartenait aux administrateurs, aux directeurs et aux cadres. Pour lui, leur nom comptait bien plus que le mien. Il n'avait absolument aucune idée que les droits de vote majoritaires m'appartenaient. Avant de vous raconter comment mon mari a découvert qui contrôlait réellement cette compagnie de 12 milliards d'euros, celle qu'il a choisie au détriment de notre enfant, j'espère que vous allez bien. Restez avec moi pour découvrir la suite, et abonnez-vous si vous pensez qu'un enfant ne devrait jamais avoir à devenir une urgence médicale avant qu'un parent ne l'écoute. 6 semaines plus tôt, le silence me semblait encore être la chose la plus sûre à offrir à ma famille. Par un samedi matin ordinaire, Tran était devant la cuisinière, préparant des crêpes en forme de dinosaure. Milo était assis à l'îlot de la cuisine, classant des blocs de bois par taille. Après les crêpes, il était prévu de construire une tour assez haute pour que Milo la renverse, pendant que Tran ferait semblant d'être choqué. Ce matin-là, Tran vérifiait son téléphone entre chaque crêpe. Quand Milo a fini de manger, Tran attachait déjà sa montre. « Je dois passer au bureau », a-t-il annoncé. L'équipe de San Diego a déplacé une réunion. Milo a regardé sa tour inachevée. « On se verra après le déjeuner, mon grand. » Milo a hoché la tête et a remis les blocs dans leur panier, sans se plaindre. Tran lui a embrassé les cheveux et l'a félicité d'être si facile à vivre. J'ai regardé notre fils sourire, comme si la déception était une chose qu'il avait réussi à cacher. À l'époque, j'ai confondu cela avec de la maturité. Je travaillais principalement depuis le bureau à l'étage. Je conseillais des conseils d'administration d'associations à but non lucratif, je révisais des politiques de gouvernance, et je gérais des affaires liées à Kendall Aviation Holdings. Tran appelait cela « ma paperasse de fiducie ». Je ne l'ai jamais corrigé. Kendall Aviation Holdings contrôlait 54% des droits de vote de Blue Haven. La valeur d'entreprise approximative de la compagnie était de 12,2 milliards d'euros. Cependant, ce chiffre n'était pas de l'argent liquide que je pouvais dépenser. Un conseil d'administration indépendant gérait l'entreprise au quotidien. Mon autorité concernait le contrôle des votes et les nominations au conseil. Ce sont des responsabilités que j'avais délibérément gardées en dehors de mon mariage. Lorsque Tran a postulé chez Blue Haven en 2017, avant que je ne contrôle le bloc de vote, j'avais signé un mémorandum. Je promettais de ne contacter aucune personne impliquée dans son recrutement. Après la mort de ma mère en 2020, l'autorité dirigeante m'a été transmise via la fiducie familiale.
Les administrateurs indépendants ont alors converti cette promesse en une récusation permanente. Je ne recevais aucune information confidentielle sur le salaire de Tran, ses promotions, ses évaluations ou ses sanctions. Tran savait que ma famille possédait un grand holding aéronautique. Il croyait que les administrateurs et les directeurs détenaient le véritable pouvoir. J'ai laissé cette croyance perdurer, car je pensais que sa fierté avait besoin d'être protégée. Notre mariage avait besoin d'un espace où Blue Haven n'entrait pas. Ma mère était respectée pour avoir cloué des vols au sol au moindre problème de sécurité. À la maison, chaque besoin d'enfant devait attendre la fin de sa réunion ou de la crise en cours. À la naissance de Milo, j'ai promis qu'il n'aurait jamais à rivaliser avec une compagnie aérienne pour obtenir mon attention. Je me suis retiré de la vie d'entreprise quotidienne. Je me suis convaincu que devenir moins visible revenait à être plus présente. Le nom d'Alyssa Crane est apparu pour la première fois dans un dossier de gouvernance lié au lancement de San Diego. Son entreprise était l'une des 3 finalistes pour un contrat d'image de marque de 3 ans. Sa présentation était solide. Tran l'a félicité pour sa capacité à comprendre la pression sans en faire une affaire personnelle. Je me suis demandé si c'était un compliment pour elle, ou une critique envers moi. Ensuite, son téléphone a commencé à rester face contre table. Des frais d'hôtel sont apparus sur notre relevé bancaire, avant d'être corrigés en tant que dépenses de planification du lancement. Il a raté l'après-midi familial de l'école maternelle de Milo, après avoir promis d'y assister. Quand je lui ai demandé où il était passé, il m'a montré un calendrier rempli de réunions. Chaque explication était plausible. Je voulais des preuves avant d'accuser le père de mon enfant de nous trahir, alors j'ai attendu. Milo a commencé à attendre aussi. Chaque fois que Tran annulait un jeu ou prenait un appel pendant le dîner, notre fils disait « ça va », avant même qu'on ne lui pose la question. Tran le félicitait de ne pas faire d'histoire. J'ai remarqué cette habitude, mais je me suis dit que Milo devenait simplement adaptable. Le jeudi soir, à la veille du vol inaugural, Milo a développé une fièvre de 38,1 degrés Celsius. Il restait alerte, buvait de l'eau et argumentait sur le choix de son pyjama. Malgré tout, j'ai appelé la ligne d'assistance pédiatrique. L'infirmière a conseillé de bien l'hydrater, de lui donner un antipyrétique adapté à son âge, et de le surveiller de près. Elle m'a dit de chercher une aide médicale d'urgence si sa respiration changeait, s'il devenait anormalement somnole, s'il arrêtait de boire, ou si la fièvre montait brusquement. Tran se tenait dans l'encadrement de la porte pendant que je notais tout. Nous n'allons pas annuler un lancement préparé depuis 11 mois pour une légère fièvre, a-t-il décrété. S'il va plus mal demain matin, vous resterez tous les 2 à la maison. Tu pourrais rester aussi, ai-je suggéré. Je suis le cadre responsable de cette ligne. Milo nous regardait, encore assez éveillé pour ressentir la tension. J'ai baissé la voix et j'ai dit que nous déciderions le lendemain matin. Après que Milo se soit endormi, j'ai vérifié le dossier de voyage que Tran avait laissé ouvert sur le comptoir. Alyssa figurait sur le même vol et dans le même groupe de chambre. Tran m'avait dit que toute l'équipe de lancement logeait là, ce qui était vrai. Cependant, Alyssa n'avait pas d'attribution de chambre séparée. De plus, la réservation de Tran avait été modifiée pour une suite exécutive plus grande. C'était suspect, mais pas concluant. Encore une fois, je me suis promis de le confronter après le lancement, quand Milo irait bien et que j'aurais assez de faits pour que Tran ne puisse pas m'accuser d'être trop émotive. À 4h40 le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Milo debout près de mon lit. Son petit corps tremblait, même si sa peau dégageait une chaleur brûlante. Quand je l'ai serré contre moi, il a enfoui son visage dans mon épaule et a murmuré « Je serai silencieux dans l'avion ». C'est à cet instant que j'ai compris. Notre fils avait déjà appris la leçon que j'avais passé des années à m'inculquer, la douleur n'est acceptable que lorsqu'elle ne dérange pas les projets des autres. À 5h du matin, la fièvre de Milo était tombée à 38,3 degrés Celsius grâce aux médicaments. Il a bu de l'eau, a nommé son dinosaure préféré, et s'est plaint quand je lui ai mis des vêtements propres. Ses réactions ordinaires m'ont calmé plus qu'elles n'auraient dû. J'ai compté ses respirations. Elles étaient plus rapides que d'habitude, mais il pouvait tenir debout, répondre aux questions et boire. Aucun des signes d'urgence listés par l'infirmière n'était encore présent. Nous devrions rester à la maison, ai-je dit à Tran pendant qu'il nouait sa cravate. Si Milo doit rester, alors reste avec lui. Nous devrions rester, ai-je insisté. Le président de l'aéroport de San Diego nous attend à la porte, des investisseurs font le déplacement. Si je rate ce lancement inaugural,
tout le monde saura pourquoi je n'ai jamais été jugé assez fiable pour figurer sur la liste des futurs directeurs de l'exploitation. Notre fils a de la fièvre. Une légère fièvre, qui a baissé avec les médicaments. Tu as appelé une infirmière, tu sais quoi surveiller. Ces mots étaient assez raisonnables pour s'y raccrocher. C'était là tout le danger. J'ai emballé des médicaments, un thermomètre, de l'eau, des biscuits et le numéro du pédiatre. Je me suis dit que nous pourrions faire demi-tour si l'état de Milo s'aggravait. Je me suis convaincu qu'annuler avant l'apparition d'une urgence donnerait raison à Tran, lui qui m'accusait toujours de m'attendre au pire. Milo a marché jusqu'à la voiture sans aide. Pendant le trajet, Tran a pris 3 appels. Le dernier était avec Alissa. Il a baissé la voix en lui disant qu'il réglerait le problème de l'hôtel après l'embarquement. Quel problème d'hôtel, ai-je demandé. Un souci de réservation avec un prestataire. Depuis la banquette arrière, Milo a demandé s'il y avait des requins à San Diego. Tran a répondu, mais Milo n'a posé aucune autre question. Il a reposé sa tête contre le siège et a fermé les yeux. Au terminal, il n'a pas tiré sa valise. Il s'est appuyé contre moi pendant que Tran enregistrait les bagages. Au moment où nous avons atteint la sécurité, Milo avait cessé de parler. Je me suis accroupi près de lui. Dis-moi où tu as mal. Nulle part. Sa réponse est venue trop vite. J'ai touché son front et j'ai senti que la chaleur était revenue. On s'en va, ai-je décidé. Tran a jeté un œil à la file d'attente. Nous avons déjà passé l'enregistrement. Donne-lui une autre dose quand ce sera l'heure. Il empire. Il est fatigué parce qu'on l'a réveillé tôt. Milo a ouvert les yeux. Je peux marcher. Il a fait 2 pas, puis a trébuché contre moi. Cela aurait dû clore la dispute. Au lieu de cela, j'ai attrapé le thermomètre, cherchant encore la permission de tout arrêter. Il affichait 39,7 degrés Celsius. Emmène-le dans les toilettes familiales, rafraîchis-le, et rejoins-moi à la porte, a ordonné Tran. Tu parles encore comme si nous allions embarquer. Nous n'avons entendu aucun professionnel de santé dire qu'il ne pouvait pas, cette phrase m'a poursuivi à travers tout le terminal. Tran avait réduit la paternité à un seuil technique. Tant que quelqu'un avec un badge ne lui ordonnait pas de choisir son fils, il estimait n'avoir aucun choix à faire. J'ai porté Milo sur la dernière ligne droite. Tran marchait devant, répondant à un autre appel. Alissa patientait près de la file prioritaire avec ses badges de lancement, une carte d'embarquement en classe affaires émise par Blue Haven, et ses 2 valises argentées. Quand elle a vu Tran, le soulagement a traversé son visage. Sa main a touché son avant-bras, et y est restée trop longtemps pour que ce soit accidentel. Puis, elle a remarqué Milo. Est-ce qu'il va bien? Non, ai-je tranché. Tran a pris Milo pendant que je cherchais de l'eau. Dans sa main libre, son téléphone s'est allumé. La confirmation d'hôtel mise à jour indiquait Alissa Crane comme invité supplémentaire autorisé dans la suite exécutive de Tran Ellison. Je l'ai lu 2 fois. 12 ans de mariage refusait de se résumer à une simple ligne sur un écran. Dis-moi que c'est une erreur. Tran a verrouillé son téléphone. Pas ici. Dis-moi qu'elle ne dort pas dans ta suite. L'hôtel du lancement a regroupé les chambres, la sienne a disparu et elle est devenue ton invité autorisé. Nous en discuterons après San Diego. Il n'y aura pas de après San Diego, à moins que tu ne me répondes maintenant. Il n'a pas nié la liaison. Il avait seulement l'air en colère que cette certitude arrive à un moment aussi inopportun. Milo a émis un petit son. Ses genoux ont cédé quand Tran a essayé de le poser. Je l'ai rattrapé avant qu'il ne heurte la moquette. Un agent d'embarquement a appelé l'assistance médicale de l'aéroport. Alissa a reculé lorsque les secouristes sont arrivés avec un fauteuil roulant et un sac d'urgence. L'un d'eux a vérifié la température de Milo, tandis qu'un autre a fixé l'oxymètre de pouls à son doigt. J'ai expliqué la fièvre, l'appel à l'infirmière, les médicaments et le trajet. L'urgentiste a regardé le moniteur se stabiliser. Sa saturation en oxygène est à 91, sa température à 40,1 degrés Celsius. Il respire trop vite et n'est pas assez alerte pour voyager. Il ne peut pas prendre l'avion, il a besoin de soins d'urgence immédiats. L'annonce d'embarquement a commencé derrière nous. Tran avait entendu chaque mot. J'ai attrapé sa manche. Viens avec nous. Il a regardé Milo, puis l'affichage de la porte.
L'embarquement était ouvert pour le vol inaugural de Blue Haven. Alyssa se tenait près de la ligne prioritaire avec ses bagages. Le lancement de cette ligne ne peut pas se faire sans moi, a lâché Tran. Ton fils est emmené à l'hôpital. Il va y avoir des médecins, tu connais ses antécédents, tu peux répondre à leurs questions. Milo te réclame. Notre fils a entrouvert les yeux. Papa. Viens aussi. Pendant un instant, j'ai revu le père que Tran avait été. Lorsque Milo avait eu une otite à 2 ans, Tran s'était assis par terre dans la salle de bain avec lui jusqu'à l'aube. Il avait autrefois compris que la présence comptait, même quand elle ne pouvait rien guérir. Alyssa a prononcé son nom doucement. Elle ne souriait pas. Elle avait l'air de vouloir qu'il choisisse, sans l'obliger à être témoin de ce que ce choix impliquait. Tran a remis Milo dans mes bras. Tu as construit toute ta vie autour de ton rôle de mère, a-t-il dit. Alors sois sa mère. Il a pris son bagage à main et est entré dans la passerelle. Alyssa a hésité, puis l'a suivi. Personne n'a applaudi, personne ne s'est interposé. Les employés de la porte d'embarquement ne savaient pas qui j'étais. La respiration de Milo s'était faite superficielle contre mon cou. Dès lors, chaque PAN de ma vie extérieure à son petit corps a tout simplement disparu. Un responsable des opérations s'est approché pendant que les secouristes installaient Milo dans le fauteuil. Madame Ellison, dois-je prévenir la gouvernance d'entreprise? Pas encore. Mon fils passe en premier. Les secours nous ont conduits vers une sortie sécurisée jusqu'à l'ambulance. Je suis monté à l'arrière avec Milo, pendant qu'un ambulancier plaçait des canules d'oxygène sous son nez. Lorsque les portes du terminal se sont fermées derrière nous, j'ai compris une chose. Découvrir l'existence d'une autre femme n'était pas la pire des trahisons. Tran avait eu une ultime chance de croire son enfant, et il avait préféré répondre à un appel d'embarquement. À l'hôpital pour enfants de Lakeview, l'équipe des urgences a vérifié la respiration de Milo, posé une perfusion, fait des prises de sang, testé les virus respiratoires et fait une radio des poumons. J'ai répété la chronologie des événements jusqu'à ce que chaque heure soit gravée en moi. L'appel à l'infirmière, la fièvre qui baisse, le trajet, le silence dans la voiture, la chute à la sécurité, les chiffres sur le moniteur du secouriste. Chaque instant me prouvait combien de temps j'avais attendu que quelqu'un d'autre confirme ce que je redoutais déjà. Le docteur Prianan est revenu avec les premiers résultats. Il a la grippe, compliquée d'un début de pneumonie et d'une déshydratation importante. Nous l'hospitalisons. Cependant, il réagit bien à l'oxygène et au fluide. Je m'attends à ce qu'il s'en remette. Le soulagement a fait plier mes genoux. Je me suis assise à côté du lit de Milo et j'ai pressé mon front contre sa main. Lorsqu'il s'est réveillé, ses yeux étaient vitreux mais concentrés. Il a essayé de ne pas tousser. Tu n'as jamais besoin de te cacher quand tu as mal, lui ai-je murmuré. Pourquoi papa ne m'a pas cru? Il n'y avait aucune réponse capable de le protéger sans devenir un nouveau mensonge. Il aurait dû, ai-je répondu. Et j'aurais dû arrêter le voyage plus tôt. Être malade n'est pas une mauvaise action, Milo. Tu n'as rien fait de mal. Ses doigts se sont resserrés autour des miens avant que le sommeil ne l'emporte à nouveau. Mon téléphone a vibré sur la chaise à côté de moi. Le message venait de Diane Lawson. Les opérations avaient signalé un potentiel conflit de voyage exécutif. Le reçu de frais en pièces jointes classifiait le billet d'Alyssa comme voyage essentiel lié au lancement de ligne, autorisé par Tran Ellison. J'avais moi-même examiné le champ d'intervention approuvé pour Alyssa. Elle n'avait jamais été autorisée en tant que personnel essentiel. La fièvre de Milo n'est pas tombée cette première nuit. Elle baissait de quelques dixièmes, puis remontait, laissant ses cheveux humides sur l'oreiller et ses lèvres sèches, malgré la perfusion dans son bras. L'oxygène restait sous son nez, pendant que le moniteur marquait chaque respiration que je m'étais presque convaincu d'être normale. Le docteur Prianan est revenu après minuit pour écouter à nouveau ses poumons. Elle m'a expliqué que les médicaments faisaient effet, mais que la guérison ne serait pas linéaire. La pneumonie avait été prise à temps, et son taux d'oxygène s'améliorait. Toutefois, il était encore déshydraté, épuisé, et trop jeune pour qu'on puisse promettre à quelle vitesse son corps retrouverait des forces. « Vous avez bien fait de l'amener », a-t-elle souligné. Ces mots auraient dû me réconforter. Au lieu de cela, ils m'ont rappelé le trajet vers l'aéroport, chaque kilomètre pendant lequel j'avais vu Milo devenir de plus en plus silencieux, tandis que Tran continuait de parler du lancement. J'ai écrit la chronologie dans un carnet, car les médecins avaient besoin d'horaires précis.
La fièvre de jeudi soir, l'appel à l'infirmière, le médicament avant l'aube, la température dans notre chambre, le trajet, la chute à la sécurité, les chiffres sur le moniteur. L'écrire sur papier a détruit toutes les excuses que je m'étais trouvées. Milo n'était pas tombé gravement malade à la maison, son état avait changé rapidement à l'aéroport, exactement comme l'infirmière l'avait prédit. Je n'avais pas ignoré une urgence évidente pendant des heures. Cependant, j'avais continué à regarder Tran avant de faire confiance à ce que je voyais. Cette vérité faisait mal. Néanmoins, je refusais d'en faire une punition qui ne m'appartiendrait qu'à moi. Tran avait entendu le même avertissement à la porte d'embarquement. Il avait vu Milo lutter pour rester éveillé. Un professionnel de la santé lui avait dit que notre fils avait besoin d'une ambulance, et pourtant, il avait embarqué. Mon hésitation n'effaçait pas son choix. J'ai dormi par intermittence, une main autour des doigts de Milo. À chaque réveil, je vérifiais le moniteur avant même de me rappeler où j'étais. Vers l'aube, une infirmière a réduit son apport en oxygène. Elle ne l'a pas retiré complètement, mais ce débit plus faible m'a semblé être la première bonne nouvelle que je pouvais accueillir sans peur. Milo s'est réveillé assez longtemps pour boire quelques gorgées d'eau. Quand je l'ai félicité, il a scruté mon visage, comme s'il avait besoin de savoir si boire avait suffi à me rassurer. « Tu n'as pas besoin d'essayer de me réconforter, lui ai-je dit. Tu dois juste me dire comment tu te sens. » Fatigué. Alors tu as le droit d'être fatigué. Il a refermé les yeux, et je suis resté assise près de lui, traversé tour à tour par la culpabilité et le soulagement. Diane Lawson a appelé peu après 9 heures. Elle utilisait la ligne sécurisée de la gouvernance, pas mon numéro personnel. Cela seul m'indiquait que la conversation ne resterait pas confinée à mon mariage. J'ai reçu un signalement opérationnel de routine en provenance de OR, a-t-elle commencé. Je veux être prudente sur ce que je partage et ce que je demande. Allez-y. L'incident médical à la porte d'embarquement a créé une entrée dans le système. Il ne contient aucun diagnostic ni information hospitalière. Lors de la vérification liée, le service de conformité des voyages a repéré une dérogation de voyage exécutif toujours active pour le lancement de San Diego. J'ai regardé Milo avant de répondre. Sa respiration était plus calme maintenant, mais la canule d'oxygène restait sous son nez. Qu'ont-ils trouvé? Alyssa Crane a été codée comme consultante essentielle. Or, le champ d'action approuvé pour son entreprise ne semble pas justifier cette classification. Diane ignorait tout de la liaison. Pour elle, Alyssa était simplement la propriétaire d'une agence de branding légitime, et Tran, un cadre ayant approuvé un avantage de voyage inhabituel. Son billet a-t-il été payé sur le budget du lancement? Oui, en classe affaires. La dérogation hôtelière l'a également placé dans une suite exécutive, en dehors des conditions approuvées par le service des achats. J'ai fermé les yeux. La confirmation d'hôtel que j'avais vue à l'aéroport n'était pas une réservation privée que Tran comptait cacher à Blue Haven. Il l'avait intégrée dans le système de l'entreprise en lui donnant un motif professionnel. Diane a continué avec prudence, étant donné que vous êtes l'actionnaire majoritaire, et que le cadre impliqué est votre mari, je dois vous demander si un conflit familial existe. Je ne demande pas de conclusion, je demande si les dossiers existants doivent être préservés. J'avais assez de pouvoir de vote pour changer le conseil d'administration de Blue Haven, mais je n'avais pas le droit de réécrire un dossier de frais parce que mon mari m'avait humilié. Préserver ce qui existe déjà, ai-je répondu. Réservation, note de frais, email, documents fournisseurs et matériel de lancement. Personne ne modifie rien. Voulez-vous que Tran soit suspendu? Non. Le contrat d'Alyssa est mis en pause? Pas sur mon instruction. Diane a attendu. Je transmets l'affaire à la conformité indépendante. Je ne demande aucun licenciement, suspension ou conclusion sur la base de cet appel. C'est compris? Compris. J'ai également besoin de votre déclaration de conflit d'intérêts, pour le dossier. J'ai regardé l'alliance encore à mon doigt. Tran Ellison est mon mari. À la porte d'embarquement, j'ai vu une confirmation d'hôtel désignant Alyssa Crane comme invitée supplémentaire dans sa suite. Je l'ai confronté au sujet d'une relation sexuelle, il ne l'a pas nié. Je déclare cela parce que ça affecte mon jugement. Toutefois, je ne demande pas à Blue Haven de traiter la liaison elle-même comme une violation d'entreprise. La voix de Diane est restée neutre. Je n'enregistrerai que ce que vous avez déclaré.
Je vais également émettre un avis de préservation aux responsables des dossiers concernés aujourd'hui. Cela gèlera les documents existants sans accuser personne ni interrompre le travail normal. Il fut un temps où j'aurais pu lui demander de gérer tout ça discrètement. J'aurais pu appeler un administrateur en qui j'avais confiance pour garder le nom de Milo hors de tout document, en faisant simplement disparaître le problème. Au lieu de cela, j'ai choisi l'action la plus stricte à ma disposition, préserver la vérité, sans chercher à décider ce qu'elle signifiait. Kendall Aviation Holdings contrôlait 54% du pouvoir de vote de Blue Haven via la fiducie familiale. Je dirigeais ce bloc de vote et détenais le pouvoir de nommer la majorité du conseil. Cela faisait de moi la propriétaire majoritaire de Blue Haven. Néanmoins, cela ne faisait pas de la compagnie aérienne ma possession privée. Je ne pouvais pas prendre l'argent de l'entreprise parce que j'en avais envie. Je ne pouvais pas clouer un avion au sol pour punir quelqu'un. Je ne pouvais pas licencier un cadre parce qu'il m'avait trahi en tant que mari. Le conseil administrait l'entreprise, la direction gérait les opérations quotidiennes. Chaque pouvoir que je détenais impliquait des obligations envers des employés, des investisseurs, des fournisseurs et des passagers, qui n'avaient jamais entendu le nom de Milo. Pendant des années, j'avais considéré cette distance comme une protection. Aujourd'hui, c'était la seule chose qui empêchait ma colère de devenir un nouvel abus de pouvoir. Tran a finalement envoyé un message peu avant midi, « Est-ce que Milo est stable ?» J'ai fixé la question. Aucune excuse, aucune explication, aucun appel manqué depuis l'avion. Avant même que je ne réponde, un autre message est apparu, la communication veut savoir si l'équipe de lancement doit faire une déclaration sur un problème médical familial. Nous devons contrôler les spéculations. J'ai lu ces mots 2 fois. Notre fils était sous oxygène, et Tran s'inquiétait du contrôle de son image. Milo est hospitalisé et réagit bien au traitement, ai-je écrit. Aucune déclaration publique ne doit l'identifier ou révéler des informations médicales. N'utilise pas notre enfant pour justifier ta décision d'embarquer. Tran n'a pas répondu. 1 heure plus tard, Blue Haven a publié des photos officielles depuis San Diego. Je suivais le compte de l'entreprise depuis des années sans y prêter attention. La première image montrait Tran lors d'une coupe de ruban, aux côtés des officiels de l'aéroport. Alyssa se tenait assez près pour que leurs épaules se touchent. Derrière eux, le mur de la campagne affichait le slogan du lancement, « Rapprochez les gens ». Tran souriait. La photo ne montrait pas le médecin lui disant que Milo ne pouvait pas voler. Elle ne montrait pas notre fils l'appelant. Elle ne montrait ni le tube d'oxygène, ni la perfusion, ni la chaise où j'avais dormi sans même enlever mes chaussures. Elle montrait un cadre à succès, posant devant une promesse de connexion humaine. J'ai retourné mon téléphone face contre table avant que Milo ne se réveille. Samedi matin, sa fièvre a commencé à baisser de manière plus régulière. L'oxygène a été retiré sur de courtes périodes pendant que les infirmières surveillaient ses constantes. Le docteur Priam m'a prévenu qu'il resterait faible et pourrait encore avoir besoin d'aide si sa respiration s'aggravait. Elle prévoyait une nuit de plus à l'hôpital. Milo a accepté quelques cuillerées de compote, puis a repoussé le plateau. Quand est-ce que papa vient? La question était si discrète que j'ai presque fait semblant de ne pas l'entendre. Il est encore parti avec l'avion, il est à San Diego. Milo a tourné son visage vers la fenêtre. Je suis fatigué. Je ne lui ai pas dit que Tran avait préféré une séance photo de lancement à sa chambre d'hôpital. Je n'ai pas expliqué les affaires d'adultes, les règles d'achat de l'entreprise, ou pourquoi les grandes personnes construisaient parfois des mensonges soignés autour de décisions égoïstes. J'ai ajusté sa couverture et je l'ai laissé se reposer. Diane m'a envoyé le document décrivant la mission initiale d'Alyssa cet après-midi-là. Le travail était bien réel. Son cabinet avait été approuvé pour aider à préparer les messages de lancement, réviser le matériel de campagne, et conseiller l'équipe média locale. Elle n'avait pas inventé une entreprise de toutes pièces pour suivre Tran à travers le pays. Toutefois, elle n'avait jamais été désignée comme voyageuse essentielle. Le billet en classe affaires n'était pas inclus. La suite exécutive non plus. Aucune clause validée n'autorisait Tran à la traiter comme son invité personnel et à facturer ce privilège à Blue Haven. La vérité était plus complexe qu'une fausse consultante, et plus destructrice qu'une simple liaison. Tran avait pris un travail légitime et l'avait étiré jusqu'à ce qu'il puisse dissimuler ce qu'il désirait. Dimanche matin, Milo a tenu plusieurs heures sans oxygène. Je l'aidais à choisir entre 2 livres d'images, quand le nom de Diane est apparu à nouveau. Son message ne contenait aucune opinion,
juste un document et l'heure à laquelle il avait été enregistré dans le système. Un avenant au budget de lancement de la ligne avait été soumis depuis le compte de Tran, après l'admission de Milo à l'hôpital. Je l'ai ouvert pendant que Milo traçait les contours d'un dinosaure du bout du doigt. Les fonctions d'Alissa avaient été élargies pour inclure la coordination exécutive sur site, les réunions avec les parties prenantes et le soutien essentiel au voyage. L'avenant faisait apparaître son billet d'avion, son accès à l'hôtel et sa proximité avec Tran comme une nécessité professionnelle. La date de prise d'effet avait été antidatée à la veille du vol. Tran n'avait pas seulement embarqué pendant que notre fils partait aux urgences. Après avoir appris que les dossiers étaient sous le coup d'une procédure de préservation, il avait commencé à réécrire l'histoire qu'il racontait. Milo est rentré à la maison dimanche après-midi, après 2 nuits à l'hôpital. Sa fièvre n'était pas remontée, son taux d'oxygène restait stable sans assistance. Le docteur Priya pensait qu'il pouvait se rétablir chez nous, à condition de surveiller sa respiration, de bien l'hydrater, et de le ramener immédiatement s'il devenait anormalement somnolent ou s'il cherchait son air. Il ne pouvait faire que quelques pas avant de me demander de le porter. Une infirmière l'a installé dans un fauteuil roulant, pendant qu'une autre passait en revue les horaires des médicaments. Tran n'était pas là. Lundi matin, Milo dormait encore plus que d'habitude. Tran avait envoyé 3 messages depuis dimanche soir. Le premier demandait si Milo était sorti de l'hôpital. Le deuxième annonçait que son vol de retour atterrissait lundi après-midi. Le troisième demandait si j'avais reparlé à Diane Lawson. J'ai répondu uniquement à la question concernant notre fils, Milo est à la maison. Il est faible et a besoin de repos. Lorsque je l'avais porté à l'étage dimanche, il s'était réveillé au moment où je remontais sa couverture. Papa est à la maison? Pas encore. Il viendra me voir? Je ne pouvais pas promettre ce qu'un autre adulte déciderait de faire. Il sait que tu es à la maison. Milo a accepté cette réponse d'un léger hochement de tête et a fermé les yeux. Cette facilité m'a effrayé. Il avait déjà commencé à demander moins. Tran est arrivé peu après 16 heures, portant un sac cadeau de l'aéroport. Il a posé sa valise dans l'entrée et a regardé autour de lui, comme s'il entrait dans une maison dont il ne connaissait plus les règles. Comment dort-il? Je lui ai apporté quelque chose. À l'intérieur du sac se trouvait une baleine bleue en peluche portant une casquette de San Diego. Le genre de cadeau qu'on achète à la hâte après la sécurité, juste pour prouver qu'on y a pensé. Tran l'a posé sur le comptoir de la cuisine. J'aurais dû gérer la porte d'embarquement différemment. J'ai attendu. Mon ton était mauvais, a-t-il ajouté. J'étais sous pression et je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tu n'aurais pas dû embarquer. Sa mâchoire s'est crispée. Milo était entouré de secouristes médicaux, et tu allais avec lui. Ma présence ne changeait rien au traitement médical. En revanche, ça changeait tout ce qu'il pouvait croire au sujet de son père. J'étais convaincu qu'il était entre de bonnes mains. Il te réclamait. Tran a regardé vers l'escalier. Son visage a changé un instant, mais pas assez pour devenir des excuses. Le lancement impliquait des investisseurs, des officiels de l'aéroport, et des centaines d'employés. Si j'étais parti à la porte, j'aurais ruiné une ligne qui a mis près d'1 an à se monter. Tu as abandonné ton fils. J'ai pris une décision professionnelle en pleine crise. Tu as pris une décision personnelle, et tu l'as cachée derrière ton travail. Le silence est tombé dans la pièce. Tran a retiré son manteau et l'a plié sur le dossier d'une chaise, prenant son temps avec les manches. Alissa et moi nous sommes rapprochés pendant le lancement, a-t-il avoué. On a franchi une ligne. Depuis combien de temps? Plusieurs mois. Notre mariage s'est-il vidé de son sens avant ou après que tu aies commencé à coucher avec elle? Il a tressailli. Nous ne sommes plus un vrai couple depuis des années, Meredith. Nous gérons une maison, nous gérons Milo. Tu as disparu dans la maternité et dans des réunions de fiducie que tu n'expliques jamais. J'ai arrêté d'expliquer parce que tu as arrêté de demander. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas être impliqué dans les opérations. Je ne suis pas impliqué dans les opérations quotidiennes, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il m'a observé, attendant peut-être davantage. Je ne lui ai rien donné. Tran a posé ses 2 mains sur l'îlot de la cuisine. Quoi qu'il se soit passé entre Alissa et moi, ça ne rend pas son travail frauduleux. Son entreprise a fourni des services légitimes. Je le sais. Son expression a changé.
Alors tu comprends que ça peut être corrigé discrètement. Il a présenté sa solution comme s'il s'agissait d'un simple ajustement de ligne aérienne. Il rembourserait le surclassement en classe affaires et tous les frais d'hôtel hors du champ approuvés pour Alyssa. L'entreprise d'Alyssa se retirerait du processus d'appel d'offres. Nous pourrions nous séparer en privé, ne dire à Milo que ce qui était approprié, et garder Blue Haven en dehors d'un mariage qu'elle n'avait pas à scruter. Ensuite, il a prononcé ce pourquoi il était vraiment revenu. Dit à Diane de restreindre l'examen de préservation à une simple correction de frais. Je l'ai fixé. Tu as modifié le contrat d'Alyssa après que Milo soit entré à l'hôpital. Il était incomplet. Tu l'as antidaté. Le travail était déjà fait. Le document n'a fait que rattraper la réalité. Le document a changé après que l'avis de préservation te soit parvenu. Je savais que les dossiers étaient gelés. Je ne pensais pas qu'une clarification de mission était interdite. L'avis couvrait les dossiers existants. Tu as réécrit l'histoire après l'avoir reçu. Il s'est redressé. C'est donc ça que tu veux? Tu veux utiliser l'influence de ta famille parce que j'ai eu une liaison? Non, je veux que les dossiers originaux soient préservés parce que tu les as modifiés après que notre fils ait été emmené à l'hôpital. Je les ai clarifiés. Tu as fait passer des avantages privés pour des nécessités professionnelles. Sa voix a baissé. Est-ce que tu comprends ce qu'une enquête formelle ferait subir à Milo? Le nom de son père épluché, des dossiers professionnels fouillés, des questions sur l'aéroport, des questions sur les raisons de mon embarquement. Tu dis vouloir le protéger. Mais tu es sur le point de transformer le pire jour de sa vie en une affaire d'entreprise. Cet argument a atteint la cible qu'il visait. J'ai imaginé le nom de Milo répété dans les salles de conférence. J'ai imaginé les employés chuchotant à propos de l'enfant malade qu'un cadre avait abandonné. J'ai imaginé un avenir où il chercherait le nom de son père sur Internet, pour y découvrir notre famille réduite à un scandale. Mon inquiétude n'avait jamais été le titre de Tran, c'était l'intimité de Milo. Je demanderai si l'examen peut rester limité, ai-je concédé. Mais ce n'est pas une promesse de clôture. Tran a expiré, et pour la première fois depuis son retour, une partie de la tension a quitté ses épaules. Il croyait que j'avais recommencé à le protéger. J'ai appelé Diane depuis mon bureau, après m'être assuré que Milo dormait toujours. Je lui ai dit que je voulais savoir si un remboursement et une correction de la classification du fournisseur pouvaient clore l'affaire sans enquête plus large. Sa réponse a été immédiate, non. Expliquez-moi pourquoi. Une fois que les dossiers de voyage ont été gelés et que vous avez déclaré un conflit marital, l'affaire a cessé d'être un problème privé que l'un des conjoints pouvait étouffer. La conformité doit déterminer si la classification était inexacte lors de sa soumission. Si quelqu'un a été sollicité pour modifier des documents justificatifs, et si l'avenant a été créé après que la préservation des preuves soit devenue prévisible. Je ne veux pas que les informations médicales de Milo soient impliquées. Elles ne le seront pas. L'enquête n'a besoin que du fait opérationnel, un incident médical s'est produit à la porte, et le voyage du cadre a été maintenu. Aucun diagnostic, dossier de traitement ou détail hospitalier n'est nécessaire. Et si je retire ma plainte? Vous ne pouvez pas soustraire un dossier existant à l'obligation de l'entreprise de l'examiner. La ligne est restée silencieuse un instant. Meredith. Si vous nous ordonnez d'arrêter parce que le cadre est votre mari, c'est aussi de l'ingérence d'actionnaire. La vérité s'est imposée sans drame. Je ne pouvais pas utiliser mon autorité pour punir Tran, et je ne pouvais pas l'utiliser pour le protéger. Alors, procédez selon le règlement, ai-je dit. Dès mardi matin, la conformité a fait suivre l'avis de préservation de vendredi par des instructions individuelles à chaque cadre, contact fournisseur et employé de la conformité concernée. Tran est entré dans mon bureau sans frapper, son téléphone à la main. Tu as gelé mes dossiers. J'ai demandé une préservation, je n'ai pas gelé tes dossiers. Tu as déclenché une procédure disciplinaire. J'ai déclenché une préservation de preuves après qu'une dérogation de voyage injustifiée soit apparue à côté du nom de la femme qui partageait ta suite. Tu participes à peine à Blue Haven, et soudain les administrateurs bougent parce que ton mariage bat de l'aile. Aucun administrateur ne dirige cette enquête. Ta famille trouve toujours une autre couche de personnes pour parler à ta place. Ils n'avaient toujours pas compris qui contrôlait Kendall Aviation Holdings. Ils pensaient que j'étais une bénéficiaire protégée, avec des parents influents et des avocats prêts à intervenir. Pendant des années,
ce malentendu lui avait permis de se sentir comme la seule personne de notre mariage dont l'autorité venait du travail. Je ne l'ai pas corrigé. Ce processus est indépendant de moi, ai-je affirmé. Alors tu n'auras aucune objection à ce que je m'assure qu'il le reste. Il est parti avant que je comprenne ce qu'il voulait dire. Le mercredi après-midi, Diane m'a appelé pour m'informer que Tran avait déposé une plainte formelle pour représailles, en vertu de la politique du conseil d'administration de Blue Haven sur les conflits et les représailles. Il alléguait que j'avais utilisé l'influence de ma famille après avoir découvert sa liaison. Il affirmait qu'Alyssa avait un rôle commercial légitime, que son voyage avait soutenu le lancement, et que je n'avais jamais participé à la gestion de Blue Haven jusqu'à ce que notre conflit conjugal éclate. Il réclamait une protection contre l'ingérence des actionnaires et une enquête totalement indépendante. Chaque phrase était bâtie autour de faits incomplets, plutôt qu'inventés. J'étais l'épouse trahie, mon instruction avait déclenché la procédure. Cependant, j'étais aussi la personne qui contrôlait le bloc de vote de Blue Haven, même si Tran ne le comprenait pas encore. L'apparence d'un conflit d'intérêts était bien réelle. Je coopérais avec toutes les restrictions, ai-je dit à Diane. Cela inclut aucun accès aux documents d'enquête, aux entretiens des témoins ou aux résumés de preuves. Je comprends. Les administrateurs désintéressés se réunissent demain. Ce soir-là, Tran a emménagé dans la chambre d'amis. Nous n'en avons pas discuté. Milo est resté éveillé assez longtemps pour recevoir la baleine en peluche, qu'il a placée près de son oreiller sans demander d'où elle venait. Le jeudi, les administrateurs désintéressés du conseil ont approuvé une résolution écrite créant un comité spécial présidé par Judith Carvey, une administratrice indépendante sans aucun lien avec Kendall Holdings ou ma famille. Le comité a engagé un conseiller en éthique externe et a reçu l'autorité pour enquêter, tenir une audience, rendre des conclusions finales, et décider du statut d'employé de Tran selon son contrat. Mon accès à l'enquête a été formellement restreint. Tran a conservé son emploi pendant la durée de l'enquête, mais il a temporairement perdu son autorité sur la sélection des fournisseurs, les approbations d'achat, et les dérogations de voyages exécutifs. Il avait demandé de l'indépendance et l'avait obtenue. J'avais perdu l'accès au processus que mon instruction avait initié. Tran croyait que cela signifiait qu'il avait neutralisé le pouvoir qu'il s'imaginait que je possédais. Judith m'a appelé après l'adoption de la résolution. Sa voix était calme, presque clinique. Votre mari a demandé une enquête indépendante. Il ne comprend peut-être pas que l'indépendance s'applique aussi à l'examen de ces dossiers. L'avertissement de Judith m'a hanté après l'appel. Tran avait exigé une enquête indépendante parce qu'il croyait que cette indépendance le protégerait de ma famille. Il imaginait encore ma connexion à Blue Haven comme un lointain héritage, gardé par des administrateurs, des avocats et des parents âgés dont les noms comptaient plus que le mien. Tran m'avait rencontré alors que j'étais déjà lié à Kendall Aviation Holdings. Il savait que ma famille contrôlait une entreprise dont les décisions affectaient des milliers d'employés, et il voyait les dossiers de gouvernance arriver chez nous. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'était la différence entre ne pas diriger les opérations quotidiennes et n'avoir aucune autorité du tout. J'avais contribué à créer ce malentendu. Quand je disais que je n'étais pas impliqué dans les opérations, cela voulait dire que je ne programmais pas les vols, ne gérais pas les équipages, ne négociais pas les contrats d'aéroport, ni ne supervisais les cadres. Tran avait compris que je n'avais aucun vrai pouvoir, et cette conclusion le rassurait, alors je l'ai laissé s'installer. Les documents de conflit qu'il avait ignorés étaient la raison pour laquelle sa carrière lui appartenait vraiment. J'étais resté en dehors de son recrutement en 2017. Après que le contrôle m'a été transféré en 2020, la récusation permanente du conseil m'a tenu à l'écart de ses évaluations salariales, de ses promotions et de ses sanctions. Chaque fois que son nom apparaissait à l'ordre du jour, je quittais la pièce avant même que le dossier ne soit ouvert. J'avais confondu son manque de curiosité avec de la confiance. Aujourd'hui, je comprenais qu'il avait simplement décidé que mon travail ne pouvait pas être aussi important que le sien. Ma mère m'avait appris à quelle vitesse l'importance d'une tâche pouvait devenir une excuse. Quand j'avais 11 ans, un relevé de maintenance sur un avion s'était révélé légèrement hors des normes. L'avion n'avait pas quitté la porte, aucun passager n'était en danger, mais ma mère avait bloqué le départ jusqu'à ce que les ingénieurs inspectent le système. Cette même semaine, elle a raté mon récital de fin d'année. J'avais attendu en coulisses, dans une robe bleue, pendant que les autres enfants cherchaient leurs parents dans le public. Elle avait appelé plus tard pour me dire que la déception était quelque chose que nous pourrions réparer plus tard. Le relevé de maintenance, expliquait-elle, ne pouvait pas attendre.
J'avais emporté cette leçon dans ma vie d'adulte sans m'en rendre compte, les systèmes méritaient une attention immédiate, les enfants devaient survivre à l'attente. À la naissance de Milo, j'ai essayé d'inverser cette règle. Je me suis éloigné de la vie d'entreprise habituelle et j'ai organisé mon travail autour de ses repas, de ses sorties de maternelle et de l'heure du coucher. Je pensais que si je ne permettais jamais à la compagnie aérienne de passer en premier, je ne deviendrais pas ma mère. Au lieu de cela, j'ai commis une autre erreur. J'ai commencé à traiter chaque conflit comme quelque chose qui pouvait être réparé plus tard. J'attendais d'avoir des certitudes avant d'affronter Tran, et des preuves avant de faire confiance à mon propre jugement. Je m'étais convaincu que le silence était de la patience. Et Milo m'observait. 3 jours après son retour de l'hôpital, je l'ai entendu tousser dans la salle de bain. Le bruit s'est arrêté dès que je me suis approché. « Ça va ?» lui ai-je demandé. « Je vais bien. Tu peux me le dire si ta poitrine te fait mal. » Il a scruté mon visage avant de répondre. « Est-ce que je dois retourner chez le docteur ? Seulement si ton corps a besoin d'aide. Je ne veux pas que papa soit encore en colère. » Ces mots ne m'ont laissé nulle part où me cacher. Milo avait associé sa maladie à la dispute de l'aéroport. Il croyait que c'était sa douleur qui avait poussé son père à partir. J'ai appelé la travailleuse sociale pédiatrique de Lakeview l'après-midi même. Elle m'a recommandé un pédopsychiatre spécialisé dans le stress médical et les ruptures familiales. Lors de notre première séance, le thérapeute n'a pas demandé à Milo d'expliquer la liaison ou l'enquête. Il l'a regardé jouer avec des animaux en plastique pendant que je décrivais la scène de l'aéroport. Les enfants de son âge relient souvent les événements par séquence plutôt que par cause, m'a-t-elle expliqué. Il est tombé malade, des adultes se sont disputés, et son père est parti. Il peut croire que le premier événement a causé les autres. Comment je corrige ça ? Gardez l'explication simple. Les adultes font leur propre choix. Ces symptômes ne contrôlent pas son père. Ne promettez pas que l'ancienne structure familiale reviendra, et ne lui demandez pas de protéger les sentiments de l'un ou l'autre parent. J'avais passé des années à promettre la stabilité en prétendant que rien n'avait changé. Maintenant, l'honnêteté était la seule forme de sécurité qu'il me restait. Ce samedi-là, Tran est descendu sans le costume qu'il portait d'habitude comme une armure. Il s'est assis sur le sol du salon près des blocs de bois. Milo est d'abord resté près de moi, puis a apporté 2 pièces qu'il a posées devant son père. Tran a commencé à construire la même tour géante qu'il faisait autrefois le samedi matin. Ses mains étaient précises, et sa voix s'est adoucie. Pendant quelques minutes, j'ai revu le père qui avait dormi sur le sol d'une salle de bain à côté d'un tout petit fiévreux parce que Milo pleurait à chaque fois qu'il se levait. Milo a ajouté un bloc rouge près du sommet. « Pourquoi es-tu allé dans l'avion ?» La main de Tran s'est arrêtée. Le lancement était très important. Beaucoup de gens avaient besoin de moi là-bas. Moi j'avais besoin de toi. Je savais que les docteurs allaient t'aider. Ce n'était pas ma question, a dit Milo. Il était trop jeune pour comprendre à quel point il venait de mettre en lumière la faiblesse de la réponse de Tran. Ce dernier m'a regardé, mais je ne l'ai pas secouru. Je pensais que ta mère pourrait prendre soin de toi, a-t-il lâché. Milo a renversé la tour. Les blocs se sont éparpillés sur le tapis, et cette fois, Tran n'a pas fait semblant d'être surpris. Milo est monté sur le canapé à côté de moi et a demandé de l'eau. Après qu'il s'est endormi, Tran et moi nous sommes assis dans la cuisine. Il m'a dit qu'il rembourserait les billets d'avion et les frais d'hôtel liés à Alyssa. Il soumettrait une déclaration complète de conflit d'intérêts et ne contacterait pas René Foster ou quiconque responsable des dossiers de voyage. Il a également accepté que nous nous séparions pendant que Milo se rétablissait. Pour la première fois depuis l'aéroport, il n'a pas qualifié l'enquête d'attaque familiale. Je ne veux pas qu'il pense qu'il n'était pas important, a dit Tran. Cette phrase ressemblait à des remords. Une partie de moi voulait croire que ça pourrait en devenir. Alors arrête d'expliquer pourquoi le lancement comptait, ai-je répondu. Dis-lui simplement que tu as eu tort de partir. Tran a baissé les yeux. J'essaie d'empêcher qu'une seule erreur détruise tout. La liaison n'était pas une erreur. Embarquer n'était pas un accident. Modifier le contrat d'Alyssa après coup était un autre choix. Il n'a pas argumenté. Ce silence m'a donné un bref et dangereux espoir, peut-être allait-il enfin cesser de vouloir contrôler l'histoire. Nous avons convenu qu'il resterait dans la chambre d'amis jusqu'à ce que nous trouvions une solution de logement temporaire. Nous parlerions de Milo par écrit autant que possible, et nous garderions l'enquête en dehors de la maison.
Je ne lui avais pas pardonné, et je n'envisageais pas de réconciliation. Je croyais simplement que le problème professionnel pourrait se régler par un remboursement, une déclaration de conflit et un blâme précis. 2 jours plus tard, Judith m'a appelé. À cause de ma récusation, elle ne pouvait pas me dire qui avait été interrogé ni ce qu'un témoin avait déclaré. Elle ne pouvait pas identifier de documents, de dates, ou de témoignages contradictoires. Sa mise à jour se limitait à la procédure. Le périmètre de l'enquête s'est élargi, a-t-elle annoncé. Au-delà de la classification du voyage? Oui. Pourquoi? Le comité examine de possibles comportements survenus après l'avis de préservation. J'ai repensé à Tran assis dans la cuisine, promettant de ne contacter personne gérant les dossiers. J'ai repensé à la douceur de sa voix quand il disait ne pas vouloir que Milo se sente sans importance. Judith a poursuivi avant que je ne puisse poser une autre question, le comité n'examine plus seulement ce qui s'est passé avant le vol. Il s'est passé quelque chose après que les dossiers ont été gelés. Elle ne pouvait m'en dire plus. J'ai transféré tous les messages et emails que Tran avait envoyés concernant les dossiers de l'entreprise au conseiller en éthique externe. Ensuite, j'ai écrit à Tran pour lui signifier que je ne discuterai plus en privé de Blue Haven, du contrat d'Alyssa, ou de l'enquête avec lui. L'aéroport avait mis fin à notre mariage. Ce que Tran avait fait après déciderait peut-être si sa carrière y survivrait. Être exclu de l'enquête fut la première preuve que ma récusation signifiait bien plus qu'une promesse de façade. Les avis de procédure m'informaient seulement que les dossiers étaient sécurisés, que des entretiens étaient en cours, et qu'un comportement suspect post-préservation était examiné. Ils n'identifiaient aucun témoin, document, citation ou horodatage. Il m'était interdit de contacter les témoins, de demander des dossiers, ou de discuter de l'affaire avec Tran. J'avais passé des années à refuser d'entrer dans les pièces où l'on discutait de sa carrière. Maintenant, la porte m'était fermée pour une autre raison, et je détestais à quel point je mourais d'envie de savoir ce qu'il y avait derrière. L'indépendance ne limitait pas seulement l'accusé, mais aussi l'actionnaire majoritaire désespéré d'obtenir des réponses. Une fois que le médecin de Milo a confirmé que ses poumons guérissaient et qu'il n'avait plus besoin de surveillance médicale quotidienne, j'ai rencontré une avocate en droit de la famille de l'Illinois. J'ai apporté notre contrat de mariage prénuptial, l'acte de propriété de la maison, nos relevés de compte et les documents établissant mes intérêts dans le Kendall Family Trust. Elle les a lus en silence avant de m'expliquer ce que l'accord protégeait, et ce qu'il ne protégeait pas. La fiducie familiale, le bloc de vote de Blue Haven, et les actifs traçables jusqu'à mon héritage restaient des biens propres. La maison que Tran et moi avions achetée ensemble, nos comptes communs ordinaires, et les décisions concernant Milo seraient traitées séparément. Mon contrôle de la compagnie aérienne ne me donnait pas de droits parentaux supérieurs, et l'enquête sur l'emploi de Tran ne lui retirait pas automatiquement son droit de faire partie de la vie de Milo. Je ne veux pas que l'entreprise soit utilisée comme moyen de pression dans le divorce, ai-je précisé. Alors gardez les deux affaires séparées, m'a-t-elle répondu. Ne conditionnez pas l'argent, le logement, ou le temps de garde à quoi que ce soit qu'ils disent dans l'affaire d'entreprise. C'était ce que je voulais, mais l'entendre énoncer si clairement m'a montré à quelle vitesse la colère pouvait contaminer une limite. Je l'ai autorisé à préparer et à déposer la requête en divorce dans le comté de Cook, maintenant que l'urgence médicale de Milo était stabilisée. Ce n'était pas un divorce final, et aucun tribunal n'avait encore divisé les biens ou rendu de jugement sur la garde. C'était seulement la reconnaissance formelle d'une décision que j'avais déjà prise. Tran n'a pas protesté lorsque mon avocate a proposé des dispositions de logement immédiates. Il a déménagé dans un appartement meublé près des bureaux de Blue Haven, assez près pour assister aux rendez-vous médicaux de Milo et aux visites programmées. Selon un accord écrit temporaire, nos factures courantes continuaient d'être payées par le même compte commun. Les frais médicaux de Milo restaient couverts, et aucun de nous ne pouvait faire de changement financier majeur sans un préavis écrit. Je n'ai pas jeté Tran dehors sans ressources. Je n'ai pas menacé de l'empêcher de voir Milo s'il contestait la procédure éthique. L'équité de ces dispositions ne signifiait pas que je le voulais de retour. Cela signifiait que je refusais de devenir impitoyable simplement parce qu'il avait été cruel. Milo est retourné à l'école maternelle par courte matinée. Le premier jour, je suis resté sur le parking pendant 20 minutes après la fermeture de la classe, fixant les fenêtres comme si je pouvais voir, à travers le bâtiment, s'il respirait correctement. Quand je suis allé le chercher, son institutrice m'a dit qu'il avait participé, mais qu'il se fatiguait vite. Avant que je puisse lui demander comment il se sentait, Milo a annoncé qu'il allait très bien. Il scrutait mon visage en le disant.
La toux qu'il essayait de cacher à la maison ne m'effrayait pas pour des raisons médicales, le docteur Priya avait prévenu qu'une toux persistante était normale. Ce qui m'effrayait, c'était le naturel avec lequel Milo avait commencé à censurer son corps pour préserver le confort des adultes. Son thérapeute lui a présenté 3 cercles dessinés sur une feuille de papier. L'un était étiqueté petite douleur, un autre moyenne douleur, et le dernier grande douleur. Elle lui a montré des images d'une égratignure, d'un mal de ventre, de fièvre, de tristesse, et de peur. Milo a presque tout placé dans le plus grand cercle. Pourquoi la petite toux va-t-elle là, a-t-elle demandé. Parce que si elle est petite, les gens sont occupés. Elle ne l'a pas corrigé immédiatement. Elle lui a demandé ce qui pouvait arriver si on ignorait une petite douleur. Elle devient grande. Et quand les adultes devraient-ils écouter? Milo m'a regardé avant de répondre. Quand elle devient grande. J'ai ressenti la leçon que je lui avais apprise sans jamais la prononcer à voix haute. Tran avait félicité Milo d'être facile à vivre. Je l'avais félicité d'être courageux. Aucun de nous ne lui avait expliqué que le courage n'exigeait pas le silence. Les adultes ont besoin de savoir quand c'est encore petit, lui ai-je dit. Tu n'as pas à attendre que ça devienne une urgence. Il a déplacé l'image de la toux dans le plus petit cercle, bien qu'il n'ait pas l'air convaincu. Une semaine plus tard, l'avocat de Tran a envoyé une proposition au mien. Il ne me demandait pas de mettre fin à l'enquête, du moins, pas directement. Tran proposait de démissionner de la supervision des achats, de rembourser chaque dépense de voyage contestée, de soumettre une déclaration de conflit concernant Alyssa, et de se retirer de toute influence sur l'appel d'offres de son entreprise. En retour, il voulait que la structure de propriété de Kendall Aviation Holdings reste en dehors du dossier de l'entreprise. Il y avait une condition supplémentaire, je devais signer une déclaration affirmant que je ne croyais pas que les fonds de Blue Haven avaient été intentionnellement détournés. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Elle était soigneusement rédigée. Elle ne me demandait pas d'affirmer que chaque document était exact. Elle me demandait de décrire ma conviction, une chose assez privée pour paraître inoffensive, et assez puissante pour être citée plus tard. J'ai appelé mon avocate. Je ne peux pas dire si le détournement était intentionnel. Je n'ai pas vu les preuves. C'est exactement pour cela que vous ne pouvez pas le signer, a-t-elle répondu. Il offre un remboursement et son retrait des achats, mais il demande aussi à l'actionnaire majoritaire, qui se trouve être sa femme, de certifier de son état d'esprit, pendant qu'un comité indépendant l'examine. Pendant plusieurs heures, j'ai quand même envisagé d'accepter ces conditions de confidentialité. J'imaginais les employés de Blue Haven apprenant que Tran avait construit sa carrière dans une entreprise contrôlée par sa femme. Chaque promotion serait remise en question, même si je n'y avais jamais touché. Notre mariage deviendrait un potin de bureau. Milo pourrait un jour découvrir que des étrangers associaient sa maladie à un scandale d'entreprise. La discrétion l'avait déjà protégé de beaucoup de choses. Elle avait protégé la fierté de Tran, ma peur du conflit, et l'illusion que le silence rendait notre famille stable. Je ne pouvais cependant pas protéger Milo en signant une version des faits dont j'ignorais si elle était vraie. Mon avocate a transmis la proposition au conseiller en éthique externe. Elle n'y a inclus aucune accusation, seulement une déclaration stipulant que je ne négocierais ni ne signerais de déclaration factuelle concernant une enquête en cours. À partir de ce moment, tout accord impliquant Blue Haven devait passer par le comité spécial. Tran a appelé Milo ce soir-là. La conversation a commencé en douceur. Il lui a posé des questions sur l'école maternelle, la baleine bleue, et lui a demandé s'il avait reconstruit la tour de bloc. Milo tenait le téléphone à 2 mains. Elle est retombée. On pourra en faire une plus solide la prochaine fois, a promis Tran. Pendant quelques minutes, leurs voix ont retrouvé un rythme familier. Puis Tran a demandé si j'étais dans la pièce. Oui, a répondu Milo. Le ton de Tran a changé. Dis à ta mère que j'essaie de protéger notre famille, pendant que des gens au travail essaient de prendre mon poste. Je me suis approché. Cet appel est pour Milo. J'explique pourquoi je ne peux pas le voir aussi souvent. Tu parles d'un problème professionnel d'adulte devant un enfant de 4 ans. Milo a regardé l'écran, puis moi. Tu vas perdre ton travail? Tran a hésité. Certaines personnes rendent les choses difficiles. J'ai mis fin à cette discussion d'adulte avant qu'il ne puisse transformer notre fils en messager. Milo, raconte à papa le dessin que tu as fait à l'école. L'appel a duré encore 1 minute, mais l'attention de Milo n'y était plus.
Après que Tran eut dit au revoir, il a demandé si son père aurait toujours un appartement s'il perdait son travail. Je lui ai dit que les grandes personnes étaient responsables du logement et du travail, et qu'il n'avait à résoudre aucun de ces deux problèmes. Ce soir-là, il a glissé la baleine bleue sous son lit, plutôt qu'à côté de son oreiller. 2 jours plus tard, le comité spécial a émis un avis de procédure formelle. Les preuves étaient matériellement contestées. La plainte pour représailles de Tran restait active. Le comité ne pouvait pas statuer sur ces allégations sans examiner si l'enquête avait été indépendante depuis le début. Cela nécessitait d'inscrire 3 éléments au dossier, mon autorité de propriété, le mémorandum de conflit d'intérêts que j'avais signé avant le recrutement de Tran en 2017, et la récusation permanente adoptée après l'obtention de mon vote de contrôle en 2020. Une audience à huis clos se tiendrait début décembre. Tran et son avocat pourraient contester les preuves, l'autorité du comité et l'équité de la procédure. Je serais autorisé à authentifier la propriété et les documents de conflit, et à répondre à un nombre limité de questions factuelles. Je ne recevrai toujours pas les déclarations des témoins avant l'audience, je ne verrai pas les délibérations confidentielles du comité, et je ne voterai pas Diane à appeler après la livraison de l'avis. L'avocat de Tran soutient que vous n'êtes qu'une simple bénéficiaire de fiducie, m'a-t-elle expliqué. Ils prétendent que des administrateurs familiaux non identifiés ont créé cette procédure après que vous vous soyez plainte. Ils croient toujours que quelqu'un d'autre contrôle le vote. Ce malentendu fait désormais partie de sa plainte pour représailles. J'ai regardé par la fenêtre du bureau vers la balançoire vide de Milo. J'avais gardé mon autorité en dehors de notre mariage parce que je voulais que la carrière de Tran tienne par elle-même. Désormais, le secret que j'avais autrefois considéré comme éthique était utilisé pour affirmer que l'enquête elle-même n'avait aucun fondement légitime. Que attendez-vous de moi, ai-je demandé. Pour répondre à sa contestation, le comité doit inscrire le droit de vote de contrôle, ainsi que chaque limite posée à votre pouvoir, dans le dossier. Pendant des années, rester dans l'ombre m'avait semblé être le moyen le plus propre de protéger tout le monde. Pour la première fois, je comprenais que rester caché risquait de détruire l'indépendance même que j'avais créée. L'avis d'audience est arrivé 7 jours avant la session à huis clos, presque 2 mois après que Milo ait été sorti d'OHARE. Il nommait les personnes qui seraient présentes. Judith Carvé présiderait la session. 3 administrateurs indépendants siégeraient avec elle. Le conseiller en éthique externe présenterait le dossier. Diane Lawson serait présente en tant que gardienne des documents de gouvernance. Tran et son avocat auraient le droit de contester la procédure, d'interroger les témoins et de répondre aux preuves. Mon rôle était plus restreint. J'authentifierais la structure de propriété de Kendall Aviation Holdings, expliquerais le mémorandum de conflit signé en 2017, confirmerais la récusation permanente adoptée en 2020, et répondrais aux questions factuelles. Je ne recevrai pas les témoignages à l'avance. Je ne resterai pas pour les délibérations confidentielles. Je ne voterai pas. Diane est venue à la maison cet après-midi-là avec un dossier, qu'elle n'a pas laissé derrière elle. Milo était à l'école, et pour la première fois depuis l'aéroport, le silence autour de moi ne me semblait pas sûr. C'était comme une pièce qui attendait que quelqu'un dise la vérité. Vous avez le choix, a-t-elle dit. Vous pouvez comparaître et corriger le dossier de propriété, tout en maintenant votre récusation. Ou vous pouvez refuser. Que se passe-t-il si je refuse? Tran pourrait continuer à prétendre que des administrateurs familiaux anonymes ont créé l'enquête pour le punir. Le comité peut poursuivre, mais cette fausse prémisse restera dans sa contestation. Et si je comparais? Votre autorité devient une partie du dossier formel, tout comme chaque restriction que vous vous êtes imposée. J'ai regardé le dossier entre nous. L'audience est privée? Oui. Mais la confidentialité n'est pas une garantie permanente. Un litige, des demandes réglementaires ou d'autres procédures pourraient rendre certaines parties du dossier accessibles au public. Les employés finiront peut-être par apprendre que Tran a construit sa carrière dans une entreprise contrôlée par sa femme. Ils supposeront que je lui ai tout donné. Certains le feront. Et Milo devient l'enfant malade derrière le scandale? Seulement si des adultes choisissent de l'identifier. Blue Haven ne le fera pas. Diane n'a pas cherché à me rassurer, car elle ne pouvait rien garantir. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais confiance en elle. Elle m'a rappelé les limites. Je ne pouvais pas appeler les administrateurs en privé. Je ne pouvais pas demander à Judith comment elle comptait voter. Je ne pouvais pas voir les preuves avant Tran. Je ne pouvais pas rester après la fin de mon intervention factuelle. Vous pouvez dire la vérité sur votre autorité,
a-t-elle conclu. Vous ne pouvez pas décider de ce que la vérité lui coûtera. Après son départ, je me suis assise dans ce bureau où j'avais passé des années à me faire plus petite que je ne l'étais. Les étagères contenaient des classeurs de gouvernance à côté des dessins de maternelle de Milo. Un monde n'avait jamais vraiment été séparé de l'autre, j'avais simplement arrangé la pièce pour donner l'illusion qu'ils ne se touchaient pas. Le message de Tran est arrivé ce soir-là, tu as caché le fait le plus important de notre mariage. Tu m'as laissé croire que je soutenais cette famille, pendant que tu contrôlais l'entreprise qui m'employait. Maintenant tu utilises ce secret parce que je voulais une vie en dehors de ton ombre. Je l'ai lu 2 fois. Il ne mentionnait pas Milo lui demandant de venir à l'hôpital. Aucune mention de la suite, du contrat antidaté, ou de ce qui avait poussé l'enquête à s'élargir après le gel des dossiers. Sa blessure la plus profonde n'était pas que notre fils ait eu peur, ou que notre mariage soit terminé. C'était que l'histoire qu'il se racontait sur lui-même soit peut-être incomplète. Tran avait besoin d'être l'homme qui avait tout bâti seul, et ma retenue lui avait permis de conserver cette identité. Il avait confondu l'espace que je lui laissais avec la preuve que je n'avais rien d'important à cacher. J'ai commencé à taper une explication. Je voulais lui rappeler que j'avais signé le premier mémorandum avant son entretien. Je voulais dresser la liste de chaque réunion que j'avais quittée, de chaque dossier de rémunération que j'avais refusé de voir, et de chaque administrateur à qui j'avais interdit de parler de lui. Ensuite, j'ai effacé le message. Si 12 années de mariage ne lui avaient pas appris la différence entre tenue et faiblesse, une énième explication ne créerait pas de prise de conscience. Elle lui donnerait seulement un nouvel argument à contester. Le rendez-vous chez le thérapeute de Milo avait lieu le lendemain matin. Elle a de nouveau placé les 3 cercles sur la table, petite douleur, moyenne douleur, et grande douleur. Elle lui a donné des cartes illustrées. Une fièvre étalée dans une grande douleur, un genou écorché dans une moyenne. Il a gardé la carte d'une toux pendant un long moment. Où va celle-là, a-t-elle demandé. Milo m'a regardé. Ça dépend. De quoi? Si quelqu'un est occupé. La thérapeute a glissé vers lui une carte montrant un visage triste. Et ça? Il l'a placé en dehors des 3 cercles. Pourquoi pas dans l'un d'eux? Parce qu'être triste, ça n'arrête rien. J'ai ressenti cette réponse au fond de ma poitrine. J'ai rapproché ma chaise, mais j'ai attendu que la thérapeute hoche la tête avant de parler. Ton corps et tes émotions n'ont pas à se demander si les adultes sont occupés. Milo a tracé le contour du plus petit cercle. Et si c'est tout petit? Alors on écoute tant que c'est tout petit. Et si ça fait rater le travail à quelqu'un? Une douleur ne pousse pas les adultes à faire les mauvais choix. Les adultes sont responsables de ce qu'ils décident de faire, et de dire. Il a levé les yeux vers moi. Est-ce que ma fièvre a fait perdre son travail à papa? Aucune décision n'a été prise pour le travail de papa. Mais il a dit que des gens essayaient de le prendre. Papa gère un problème de grande personne à son travail. Ta fièvre ne l'a pas créé. Alors qu'est-ce qu'il a créé? J'ai choisi des mots assez simples pour qu'ils puissent les comprendre. Les grandes personnes ont des règles, elles aussi. Elles doivent dire la vérité, et utiliser les choses du travail de la bonne façon. Les choix de papa n'appartiennent qu'à papa. Milo a déplacé la toux dans le petit cercle. Le visage triste l'a suivi. Donc ils écoutent avant que ça devienne grand, a-t-il demandé. Oui, ils devraient écouter quand c'est encore petit. Il n'a pas souri, mais il a laissé les 2 cartes à l'intérieur du cercle. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diane. Je comparaîtrai. Elle ne m'a pas félicité. Je préviendrai le comité. J'authentifierai les documents de propriété et la récusation. Je répondrai aux questions factuelles. Et ensuite, je partirai avant les délibérations. Diane a fait une pause. C'est la bonne limite. C'était aussi la seule avec laquelle je pouvais vivre. Le conseiller externe m'a aidé à me préparer, mais se préparer ne signifiait pas répéter ses émotions. Nous avons passé en revue les dates. Tran avait postulé en 2017. J'avais signé le premier mémorandum avant son premier entretien. Ma mère était décédée en 2020. L'autorité sur le bloc de vote de 54% m'avait été transférée via la fiducie. Les administrateurs indépendants avaient ensuite adopté la récusation permanente, que je renouvelais chaque année. Un conseiller a suggéré que je fasse une entrée plus marquante, puisque la plainte de Tran reposait sur l'image d'une bénéficiaire passive qui se mettait soudain à s'ingérer dans les opérations. Un autre m'a recommandé un tailleur sombre,
une déclaration préparée, et des mots soulignant la valeur de la compagnie. J'ai refusé. Je n'entrais pas dans un tribunal public pour réclamer la victoire. Il n'y aurait pas de photographe, pas d'employés attendant dehors, et aucune annonce dramatique sur le fait que je possédais une entreprise de 12 milliards d'euros. Ce chiffre n'expliquait pas ce que Tran avait fait. Il expliquait seulement pourquoi ma retenue importait. J'ai choisi une robe bleu marine toute simple, et je n'ai apporté qu'un seul dossier. À l'intérieur se trouvait la certification de la fiducie, le registre du contrôle des votes, le mémorandum de 2017, la résolution de 2020, et chaque renouvellement annuel de ma récusation. J'avais préparé une seule phrase sur la frontière entre les deux affaires, le comité déciderait de l'emploi de Tran, ma décision concernant notre mariage n'était pas de leur ressort. L'audience s'est déroulée le premier lundi de décembre, dans le centre de conférence exécutive de Blue Haven. Diane m'a retrouvé dans un couloir privé et a marché à mes côtés sans un mot. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Tran à la longue table avec son avocat. Il avait l'air reposé et confiant. Son avocat parlait au moment où je suis entré. Madame Ellison est une bénéficiaire de fiducie sans statut opérationnel. Les administrateurs de l'entreprise n'ont été activés qu'à la suite d'un différend conjugal privé. Tran s'est tourné vers moi. Ses yeux ont balayé le dossier dans ma main, puis se sont posés sur mon visage. Il a souri, comme si ma présence prouvait son argument. Judith a attendu que tout le monde soit assis. Puis elle a ouvert le dossier de propriété devant elle. Avant d'examiner les représailles, ce comité doit corriger une prémisse factuelle dans la plainte de Monsieur Ellison. Le sourire de Tran s'est élargi, car il pensait que cette correction le protégerait. Judith ne m'a pas regardé lorsqu'elle a commencé. Son attention est restée sur Tran, et sur la plainte ouverte devant elle. Le dossier de Monsieur Ellison décrit à plusieurs reprises Madame Ellison comme une bénéficiaire dont les proches et les administrateurs ont influencé Blue Haven après une dispute conjugale. Cette description est inexacte. Le sourire de Tran a disparu. Ce n'était pas un tribunal. Il n'y avait ni juge, ni jury, ni public, ni journaliste attendant une confession dramatique. 4 administrateurs indépendants siégeaient à la longue table avec le conseiller en éthique. Diane Lawson avait été convoquée pour authentifier les dossiers de gouvernance. Tran avait son avocat à ses côtés et le droit de contester chaque document présenté. Le comité ne pouvait statuer que sur des questions liées à son emploi et à la gouvernance de Blue Haven. Il ne pouvait pas prononcer notre divorce, diviser nos biens, ou déterminer sa future relation avec Milo. Diane a ouvert le premier dossier. Kendall Aviation Holdings détient des actions représentant environ 54% du pouvoir de vote de Blue Haven, a-t-elle annoncé. C'est le bloc de vote majoritaire de l'entreprise. Les actions sont détenues par le Kendall Family Trust. Tran s'est penché vers son avocat. Je sais que sa famille a une fiducie. Diane a continué sans réagir. Depuis juin 2020, Meredith Kendall Ellison détient le pouvoir de direction sur ce bloc de vote. Elle a le pouvoir de nommer la majorité du conseil d'administration de Blue Haven, sous réserve des documents de la fiducie et des statuts de l'entreprise. Son avocat l'a interrompu. Gère-t-elle les opérations aériennes, les employés ou les dépenses quotidiennes? Non. Le conseil de Blue Haven et la direction exécutive gèrent les opérations quotidiennes de manière indépendante. Quelle est la valeur actuelle de l'intérêt économique personnel de Madame Ellison? Cela ne peut pas être calculé uniquement à partir de la valeur d'entreprise, et ce n'est pas la question soumise à ce comité. Judith a regardé Tran. Pour remettre les choses dans leur contexte, la valeur d'entreprise actuelle de Blue Haven est d'environ 2 milliards d'euros. Ce chiffre ne représente pas l'argent personnel de Madame Ellison. Et ne l'autorise pas à utiliser les actifs de la société comme des biens privés. Il établit cependant qu'elle dirige le vote de contrôle de cette compagnie aérienne. Tran s'est tourné lentement vers moi. Pour la première fois, il comprenait que la compagnie aérienne n'avait jamais appartenu à un rassemblement de parents éloignés qui m'autorisaient occasionnellement à assister à des réunions. Les administrateurs fiduciaires géraient la structure, le conseil d'administration gérait l'entreprise, les cadres dirigeaient ses opérations, mais le droit de vote de contrôle m'appartenait. « Tu possèdes Blue Haven » a-t-il murmuré. Je dirige la participation majoritaire par l'intermédiaire de Kendall Aviation Holdings. Son visage s'est figé. Ça veut dire exactement ce que Diane a expliqué. Il m'a dévisagé, comme s'il fouillait nos 12 années de mariage à la recherche de chaque instant qu'il pouvait désormais réinterpréter,
la porte du bureau que je fermais pendant les appels de gouvernance, les dossiers qu'il n'avait jamais ouverts. Les réunions qu'il qualifiait de « paperasse de fiducie », les fois où j'avais dit que je n'étais pas impliqué dans les opérations et où il avait compris que je n'avais aucune autorité. Son incrédulité ne s'est pas transformée en peur, elle s'est transformée en colère. « Depuis combien de temps tu me mens ?» Judith a levé une main. « Monsieur Ellison, vous aurez l'occasion d'interroger Madame Ellison une fois que le dossier de gouvernance sera authentifié. » Diane a ouvert un deuxième dossier. En 2017, avant que Monsieur Ellison ne postule chez Blue Haven. Madame Ellison était bénéficiaire du Kendall Family Trust et observatrice sans droit de vote pour certaines affaires du holding. Elle ne dirigeait pas encore le vote de contrôle. Elle a déposé un mémorandum signé avant le premier entretien de Monsieur Ellison. Madame Ellison y a divulgué la relation familiale et a signé un accord de non-participation. Cela lui interdisait de contacter les recruteurs, de discuter de sa candidature avec les administrateurs, ou de recevoir des informations sur le processus de sélection. L'avocat de Tran a étudié le document. Était-ce légalement nécessaire? C'était une mesure de précaution éthique volontaire demandée par Madame Ellison et acceptée par les administrateurs indépendants. Diane a affiché le journal des recrutements. Mon nom n'apparaissait dans aucun appel, email, recommandation ou note d'entretien. Ensuite, elle a ouvert la résolution de 2020. Lorsque le pouvoir de direction est passé à Madame Ellison après le décès de sa mère, les administrateurs indépendants ont adopté une récusation formelle permanente. Elle l'excluait de toute question impliquant la rémunération, la promotion, l'évaluation des performances, les sanctions et le licenciement de Monsieur Ellison. Les renouvellements annuels ont suivi. Ma signature apparaissait au bas de chacun d'eux. Diane a également présenté les registres des réunions, montrant que chaque fois que le nom de Tran entrait à l'ordre du jour, je quittais la salle avant le début des discussions. Des administrateurs indépendants avaient approuvé ses promotions. Des spécialistes de la rémunération indépendants avaient révisé son salaire. Je n'avais jamais contacté un superviseur au sujet de ses performances, ni émis un vote affectant sa carrière. Les documents ne montraient pas que j'avais secrètement construit le succès de Tran. Ils montraient avec quel soin je m'en étais tenu éloigné. Tran a regardé les dossiers, puis s'est tourné vers moi. « Tu m'as laissé croire que je méritais tout ça, tout en me cachant que tu contrôlais l'entreprise. Tu as mérité tes promotions, ai-je rétorqué. C'est pourquoi j'ai refusé d'y toucher. Tu m'as regardé construire ma carrière dans ta compagnie aérienne. Je t'ai regardé construire ta carrière dans une entreprise dont les opérations quotidiennes étaient indépendantes de moi. Tu m'as laissé penser que mon salaire faisait vivre notre famille. Tu savais que j'avais hérité d'actifs. Tu savais que nous avions signé un contrat de mariage prénuptial. Tu savais que ma famille contrôlait Aviation Holdings. Tu disais que tu n'étais pas impliqué. J'ai dit que je n'étais pas impliqué dans les opérations. C'était vrai. Tu savais ce que je pensais. J'ai soutenu son regard. Je savais que tu ne posais pas de questions. J'aurais dû parler plus clairement. Je n'aurais pas dû laisser le respect de ma vie privée devenir un malentendu. Mais mon incapacité à corriger tes suppositions ne t'a pas poussé à embarquer sur ce vol. Ça n'a pas placé Alyssa dans ta suite. Ça n'a pas approuvé son voyage, ni modifié ses missions après l'entrée de Milo à l'hôpital. Son avocat a objecté que le mariage était introduit dans une audience professionnelle. Judith a approuvé. La propriété de Madame Ellison ne prouve pas de faute professionnelle de la part de Monsieur Ellison. A-t-elle statué? Ses décisions en tant qu'épouse ne sont pas du ressort de ce comité. Nous avons corrigé le dossier de propriété parce que la plainte pour représailles de Monsieur Ellison remettait en question l'autorité et l'indépendance de cette procédure. Nous allons maintenant examiner les actes identifiés dans la dite procédure. Mon témoignage sur la propriété était terminé, et j'avais répondu à toutes les questions factuelles concernant le mémorandum de 2017 et la récusation permanente. Judith m'a alors autorisé à rester en tant qu'observatrice pour la présentation des preuves. Pour la première fois, j'allais découvrir ce que le comité avait trouvé après l'avis de préservation. Le conseiller externe a commencé par les éléments en faveur de Tran. L'entreprise d'Alyssa avait effectué un travail légitime. Son équipe avait développé les éléments de langage du lancement, révisé le matériel de campagne, préparé des conseils pour les médias locaux, et contribué à l'événement de San Diego. Des emails montraient que les employés la considéraient compétente, et que plusieurs de ses recommandations avaient été adoptées.
Ceci n'est pas une conclusion selon laquelle Mademoiselle Crane aurait inventé son rôle professionnel, a précisé le conseiller. Ensuite, le contrat original est apparu. Il autorisait un travail préparatoire et un soutien limité sur site. Il ne classifiait pas Alyssa comme voyageuse exécutive essentielle. Il n'incluait ni billet en classe à faire, ni accès à la suite de Tran, ni l'autorité pour agir en tant que sa coordinatrice personnelle de lancement. La déclaration de candidature du fournisseur a suivi. Alyssa l'avait signée 3 mois avant le vol. Elle exigeait la divulgation de toute relation romantique ou intime avec un cadre de Blue Haven pouvant influencer la portée du contrat, l'approbation des voyages ou la sélection du fournisseur. Aucune déclaration n'avait été déposée. L'avocat de Tran a fait valoir que la relation n'était devenue personnelle qu'après cette certification. Le conseiller externe a alors identifié un fil de discussion, préservé à partir du téléphone professionnel de Tran, et fourni indépendamment par Alyssa. Il prouvait l'existence d'une relation intime avant l'autorisation finale de voyage, et avant que Tran n'approuve les dispositions de la suite. Les documents suivants étaient la dérogation pour le billet d'avion et l'autorisation d'hôtel. Les deux avaient été approuvés via les identifiants exécutifs de Tran. Le siège en classe affaires d'Alyssa et son accès à sa suite avaient été facturés au budget du lancement. Tran a pris la parole avant que son avocat ne puisse l'en empêcher. L'événement exigeait une coordination constante. Elle travaillait au-delà de son contrat initial. Le conseiller externe a alors affiché l'avenant, soumis après l'admission de Milo à l'hôpital. Les responsabilités d'Alyssa avaient été élargies rétroactivement pour couvrir la coordination exécutive, les réunions avec les parties prenantes et le soutien essentiel au voyage. Le travail avait déjà changé, s'est défendu Tran. La paperasse était juste en retard. Puis vint le dossier de procédure que je n'avais pas été autorisé à voir. Le service de conformité des voyages avait demandé des justificatifs pour l'avenant. René Foster, l'analyste assigné à la dérogation, avait demandé des emails d'époque, des invitations de réunion, des documents de travail ou des approbations prouvant qu'Alyssa avait bien effectué ses nouvelles tâches avant le vol. Tran avait envoyé un résumé de travail. René avait refusé de le certifier, parce que plusieurs réunions répertoriées ne figuraient pas sur le planning approuvé, et que certains livrables avaient été créés après l'avis de préservation. Le conseiller a montré les horodatages, sans révéler d'informations médicales privées. La mission initiale existait avant l'aéroport. Les avantages de voyage ont été approuvés avant l'embarquement. Les tâches élargies sont apparues après l'hospitalisation de Milo. Le résumé du travail avait été révisé à nouveau, après que la conformité eut remis en question l'avenant. Tran a argué que le travail de lancement allait trop vite pour être documenté formellement. Il a affirmé que les cadres faisaient régulièrement preuve de discernement lorsque les fournisseurs contribuaient au-delà de leur contrat. Il a accusé le comité de transformer une flexibilité ordinaire en faute professionnelle, uniquement parce que l'actionnaire majoritaire était une épouse en colère. Judith a répondu en présentant le dossier de procédure. Ma demande de préservation n'avait couvert que les documents existants. J'avais divulgué la liaison et mon conflit d'intérêts immédiatement. Je n'avais demandé ni suspension ni licenciement. Lorsque j'avais brièvement demandé si un remboursement pouvait résoudre le problème, la conformité avait refusé. Après que Tran eut déposé sa plainte pour représailles, le Conseil des intéressés avait créé le comité qu'il avait lui-même réclamé. À partir de ce moment-là, je n'avais reçu aucune déclaration de témoin, aucun résumé de preuves et aucun accès aux délibérations. La plainte même de Tran avait accru l'indépendance du processus. Vous avez demandé une enquête à l'abri de l'influence de Madame Ellison, a déclaré Judith. C'est l'enquête que vous avez obtenue. Le conseiller externe a placé 2 derniers documents côte à côte. Le premier était la demande de validation de travail soumise par Tran, après l'hospitalisation de Milo. Le second était le refus écrit de René de certifier un historique qu'elle ne pouvait pas étayer. Judith a regardé mon mari droit dans les yeux. Pourquoi ce voyage nécessitait-il une nouvelle version de l'histoire, alors que votre fils était déjà rentré de l'hôpital? Tran a regardé les 2 documents devant lui. Le lancement a évolué en temps réel, a-t-il dit. Alyssa a effectué des tâches au-delà du contrat original. René a traité une décision commerciale urgente comme une simple note de frais de routine. Judith a croisé les mains. Alors expliquez pourquoi la date d'effet proposée est antérieure à la demande. Parce que le travail avait déjà été fait. Le conseiller externe a invité René à rejoindre la session par liaison vidéo sécurisée. Jusqu'à cet instant,
Je savais seulement qu'une employée de la conformité avait refusé d'approuver une partie du récit révisé de Tran. Je n'avais jamais lu sa déclaration ni entendu sa version des faits. Renée est apparue dans un petit bureau, avec un mur uni derrière elle. Elle a confirmé son nom, son titre et ses responsabilités. Elle n'évaluait pas la stratégie de Marc et ne décidait pas si le travail d'Alyssa était précieux. Son rôle se limitait à déterminer si les classifications de voyage et les dépenses associées étaient justifiées par des documents approuvés. Elle a déclaré que Tran l'avait contacté après l'avis de préservation, et avait fourni une description élargie des tâches d'Alyssa. Les eurodatages montraient que ses premières demandes lui étaient parvenues le mardi et le mercredi, soit avant la conversation de samedi où il m'avait promis de ne contacter personne lié à ses dossiers. Il lui a demandé d'utiliser cette description pour justifier le billet en classe affaires, l'accès à la suite exécutive, et le titre de consultante essentielle. Renée a réclamé l'approbation initiale, des invitations de réunion, des emails d'époque et des documents de travail prouvant que ces tâches existaient avant le voyage. Tran a fourni quelques documents de lancement légitimes, mais il justifiait le rôle initial d'Alyssa, pas toutes les tâches ajoutées ultérieurement. Lorsque j'ai indiqué que le dossier était insuffisant, a expliqué Renée au comité, Monsieur Ellison m'a demandé d'être commercialement pragmatique. Tran s'est penché vers le microphone. Je vous ai demandé de reconnaître comment le travail des cadres se déroule réellement. Vous m'avez demandé de valider une classification de voyage en utilisant une description créée après que le voyage ait eu lieu. Je ne vous ai pas demandé de mentir. Vous m'avez demandé de certifier des justifications que je ne pouvais pas vérifier. Son avocat a objecté sur la formulation, mais les messages eurodatés étaient déjà à l'écran. Tran n'avait pas menacé Renée ni ne lui avait offert d'argent. Il avait fait quelque chose de bien plus habituel, il avait traité sa limite professionnelle comme un obstacle qu'elle devait écarter, sous prétexte que son jugement à lui comptait plus que le sien. Le conseiller a ensuite résumé l'entretien d'Alyssa. Elle a admis que sa relation avec Tran était devenue intime avant le vol pour San Diego. Elle avait effectué un vrai travail de branding et assisté à des réunions légitimes, mais elle n'avait pas accompli chaque tâche listée dans le contrat révisé. Tran lui avait assuré qu'il avait l'autorité pour approuver ce voyage, et que la paperasse serait régularisée. Alyssa a également reconnu avoir signé une attestation fournisseur exigeant la divulgation de toute relation amoureuse avec un cadre pouvant influencer le contrat de son entreprise. Elle ne l'avait pas déclaré. Sa déclaration ne la rendait pas innocente. Elle ne faisait pas d'elle non plus l'architecte de tout ce qui avait suivi. C'était Tran qui détenait l'autorité exécutive. C'était Tran qui avait approuvé les avantages. C'était Tran qui avait décidé qu'une vraie relation professionnelle pouvait absorber une liaison privée, à condition que les documents soient suffisamment vagues. À la fin du résumé, Tran m'a regardé au lieu de s'adresser au comité. Tu as créé ça. Judith lui a rappelé d'adresser sa réponse aux conclusions. Il l'a ignoré. Tu m'as laissé construire une carrière sans jamais me dire si ma réussite était réelle. Chaque administrateur savait qui tu étais. Chaque promotion s'est faite à l'intérieur d'une entreprise que tu contrôlais. Les dossiers montrent que Madame Ellison n'y a pas participé, a rappelé Judith. Ça ne veut pas dire que les gens oubliaient de qui j'étais le mari. Vous avez demandé un examen indépendant sur cette question, a-t-elle répliqué. Les dossiers de recrutement et de promotion n'ont révélé aucune intervention de Madame Ellison. La voix de Tran est montée d'un ton. Elle m'a quand même regardé croire que je faisais vivre notre famille, pendant qu'elle contrôlait 12 milliards d'euros. Je m'attendais à de la colère concernant l'enquête. Je ne m'attendais pas à ce qu'il révèle si clairement ce qui comptait le plus pour lui. Milo avait demandé pourquoi son père ne l'avait pas cru. Tran ne s'était jamais demandé l'effet de cette question sur notre fils. Il se demandait encore si son propre statut avait été réel. Judith m'a donné la permission de répondre. Je n'ai pas énuméré la liaison, les samedis annulés, ou toutes les fois où Tran a félicité Milo d'être facile à vivre. Rien de tout cela n'avait sa place dans des conclusions professionnelles. Ce comité décidera de votre travail, ai-je commencé. Moi, je ne le ferai pas, Tran m'a fixé. Notre mariage s'est terminé à l'aéroport. Un professionnel de la santé t'a dit que l'oxygène de Milo était bas, que sa fièvre était dangereuse, et qu'il avait besoin d'une ambulance. Il t'a demandé de venir avec lui. Et tu as embarqué quand même. Aucune conclusion rendue dans cette pièce ne pourra changer ce choix. Tu as caché qui tu étais. Je n'ai caché rien qui te donnait la permission d'abandonner notre fils. Son avocat a tenté d'intervenir, mais j'ai continué.
J'aurais dû corriger tes suppositions sur mon autorité. C'était un échec de communication à l'intérieur de notre mariage. Ce n'était pas un conflit d'intérêts dans ton emploi. Parce que j'ai bâti des protections contre exactement ce type de conflit. Ces mêmes protections m'empêchent aujourd'hui de décider de ce qui t'arrivera. Judith m'a demandé si je réaffirmais la récusation permanente. J'ai confirmé par l'affirmative, assurant que je partirais avant les délibérations, que je ne contacterais aucun administrateur, ne demanderais aucune notification anticipée, et ne recevrais le résultat que par la même procédure formelle qui s'appliquait à Tran. Puis j'ai refermé mon dossier. Je suis sorti sans savoir si mon mari serait averti, suspendu, ou licencié. Tran m'a suivi dans le couloir privé avant que son avocat ne le rappelle. « As-tu toujours prévu de révéler ça après m'avoir attrapé ?» a-t-il demandé. J'avais prévu de ne jamais utiliser cette propriété au sein de notre mariage. Alors pourquoi maintenant? Parce que tu as contesté l'autorité d'une enquête, et rendu la vérité sur cette autorité indispensable. Continuer à la cacher aurait causé du tort à l'entreprise, et à l'indépendance que j'ai passé des années à protéger. Tu aurais pu me protéger. Je l'ai fait. Pendant des années. J'ai protégé ton droit de mériter ta propre carrière. Mais je ne te protégerai pas de ce que tu en as fait. Je suis parti avant que le comité n'entame sa session privée. Le résultat est tombé 4 jours plus tard, après que Tran ait été formellement notifié. Sous l'autorité déléguée par le conseil d'administration des intéressés, le comité spécial a conclu qu'il avait, omis de divulguer un conflit d'intérêts, fait un usage abusif de son autorité sur les voyages exécutifs, tenté de modifier des dossiers justificatifs rétroactivement. Fait pression sur une employée de la conformité pour valider un code injustifié, et fait des déclarations matériellement trompeuses durant l'enquête. Les ressources humaines et le PDG ont reçu l'ordre de mettre fin à son contrat. Selon les termes de ce contrat, il a été sommé de rembourser les frais injustifiés de billets d'avion et d'hôtel. Ses licences professionnelles n'ont pas disparu. Aucun ordre ne lui interdisait de retravailler un jour dans l'aviation. Il a perdu son poste parce que le comité a conclu que Blue Haven ne pouvait plus lui confier de pouvoir discrétionnaire exécutif. Cranefield a été retiré du processus d'appel d'offres. Alyssa a remboursé les avantages de voyage qui lui avaient été attribués. Blue Haven n'a publié aucune déclaration sur la liaison, et n'a pas transformé sa vie privée en punition publique. L'entreprise a simplement annoncé qu'un cadre avait quitté ses fonctions suite à une révision interne de gouvernance. Notre processus familial est resté séparé. La procédure de divorce déposée par mon avocate a suivi son cours dans le comté de Cook. Tran a engagé son propre avocat. Nous avons accepté de faire appel à un professionnel neutre spécialisé dans l'enfance, tandis que Milo continuait sa thérapie. L'accord de garde temporaire prévoyait des appels programmés et de courtes visites en journée. On n'a jamais demandé à Milo de choisir entre nous, et son confort a aidé à déterminer le rythme des rencontres sans le rendre responsable des décisions légales. Tran s'est excusé lors d'une visite. Il s'est assis en face de Milo, à une table basse, et a dit « J'ai eu tort de monter dans l'avion. Tu avais besoin de moi, et je suis parti. » Milo a écouté tout en tournant un bloc de bois dans ses mains. « D'accord », a-t-il simplement répondu. Il n'a pas fait de câlin à Tran, et ne lui a pas pardonné sur commande. Il ne l'a pas rejeté non plus. Il est retourné à sa construction, laissant à son père le soin de comprendre qu'une phrase correcte était un début, pas une réparation. Les conséquences m'ont atteinte, moi aussi. Une fois mon rôle d'actionnaire connu au sein de la haute direction, les employés ont commencé à se demander si Blue Haven avait protégé Tran trop longtemps. Certains se sont demandé si ma récusation n'avait pas créé de la distance au détriment de la transparence. J'ai commandé un audit indépendant sur les procédures de gestion des conflits exécutifs, incluant mes propres décisions. Je n'ai pas demandé aux auditeurs de confirmer que j'avais tout fait parfaitement. Je leur ai demandé d'identifier ce qui aurait dû être plus clair, avant qu'une crise n'impose cette clarté à tout le monde. En janvier, la thérapeute de Milo a de nouveau placé les 3 cercles sur la table. Elle a brandi une carte montrant un enfant avec un petit pansement. « Que devraient faire les adultes quand tu dis que tu as mal ?» a-t-elle demandé. Milo a posé la carte à l'intérieur du plus petit cercle. « Écoutez, quand c'est encore petit », a-t-il dit. C'est à cet instant que j'ai compris que la dernière partie de notre histoire ne pouvait pas se résumer à la perte du poste de Tran. Elle devait se concentrer sur la capacité de Milo à réapprendre à vivre en sachant que sa douleur méritait d'être crue, bien avant qu'elle ne devienne une urgence. En février,
Milo pouvait courir à travers la cour de la maternelle sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Sa toux s'était estompée, son appétit était revenu, et le docteur pria à confirmer que ses poumons étaient clairs. Elle n'a pas prescrit d'autres radios, car sa guérison ne justifiait plus de l'y exposer. Physiquement, il redevenait un enfant de 5 ans ordinaire. Émotionnellement, la guérison avançait par étapes plus petites et moins prévisibles. Milo vérifiait encore le visage des adultes avant de signaler un inconfort. Parfois, il demandait si un projet serait annulé s'il se sentait malade. En thérapie, il arrivait à classer la douleur dans les 3 cercles plus facilement qu'il ne parvenait à en parler dans la vraie vie. J'ai arrêté de le féliciter d'être courageux quand je voulais en fait dire silencieux. À la place, je le remerciais à chaque fois qu'il me parlait. La différence semblait infime. Pour Milo, elle ne l'était pas. Les visites de Tran restaient brèves et structurées. Nous nous retrouvions dans un centre familial, avec un spécialiste de l'enfance à proximité. Non pas parce qu'un tribunal l'avait déclaré dangereux, mais parce que les 2 avocats s'accordaient à dire que Milo avait besoin d'un cadre où aucun adulte ne pourrait transformer ses sentiments en pièces à conviction. Lors d'une visite, Tran a apporté une boîte de blocs en bois identique à celle de la maison. Milo a construit une petite tour pendant que Tran suivait ses instructions. Pas de rouge en haut, a dit Milo. Pourquoi pas? Ça tombe. Tran a placé le bloc rouge plus bas sans discuter. Pendant 20 minutes, ils ont joué tranquillement. Milo a ri quand Tran a utilisé un dinosaure en plastique pour renverser la tour. Il a demandé à Tran s'il vivait toujours près du grand immeuble de bureaux, et si son appartement avait une baignoire. Tran a répondu à chaque question, sans jamais mentionner l'enquête, Blue Haven, ou moi. À la fin de la visite, Milo l'a pris dans ses bras. Dans la voiture ensuite, il est devenu silencieux. Je ne lui ai pas demandé s'il s'était amusé. Je ne lui ai pas demandé s'il voulait une autre visite. Ces questions pouvaient faire ressembler le plaisir à une trahison, et transformer son silence en une obligation de choisir. J'ai seulement demandé s'il voulait de la musique. Il a hoché la tête. La guérison ne signifiait pas restaurer la famille que nous avions été. Son père pouvait manquer à Milo, tout en ayant peur d'avoir besoin de lui. Tran pouvait se comporter bien pendant 1 heure, et devoir répondre des choix d'une décennie. J'ai cessé de chercher une seule émotion qui simplifierait toutes les autres. Tran a trouvé un travail de consultant temporaire pour une entreprise de transport régional en mars. Blue Haven ne l'avait pas mis sur liste noire, et aucun accord secret de l'industrie n'empêchait quiconque de l'embaucher. Son départ de la compagnie aérienne était connu, mais les détails privés restaient privés. Il a continué sa thérapie, et s'est conformé à l'accord de garde temporaire. Certaines semaines, il demandait plus de temps avec Milo. D'autres, il acceptait le planning sans protester. J'évaluais ses progrès à l'aune de ce qu'il faisait systématiquement, pas à la sincérité avec laquelle il parlait de lui-même. Notre procédure de divorce a continué via les étapes classiques du comté de Cook. Le contrat prénuptial protégeait les intérêts de la fiducie Kendall et le bloc de vote, tandis que la maison, les comptes communs, et les autres biens conjugaux étaient gérés normalement. Je n'ai pas utilisé la compagnie aérienne pour faire pression sur Tran concernant les biens ou la garde. Combiner ces 2 choses aurait transformé le pouvoir en punition. Cette retenue ne m'obligeait plus à disparaître. J'ai repris mes responsabilités actives d'actionnaire au sein de Kendall Aviation Holdings. Je ne suis pas devenu la PDG de Blue Haven, ni n'ai commencé à assister aux réunions opérationnelles quotidiennes. Des cadres qualifiés continuaient de diriger la compagnie aérienne. Mon rôle était la gouvernance. J'ai présidé un projet de réforme limité qui a passé en revue les conflits d'intérêts des dirigeants, les voyages des fournisseurs, la protection des employés, et les politiques d'urgence liées aux obligations familiales. L'audit indépendant a conclu que ma récusation permanente avait été appropriée et efficace. Il a aussi conclu que la retenue éthique pouvait échouer lorsque les propriétaires majoritaires s'appuyaient sur des hypothèses familiales privées, plutôt que sur des communications écrites claires. J'ai accepté cette conclusion. J'avais gardé mon autorité séparée de la carrière de Tran, mais je l'avais aussi laissé se méprendre sur la structure, car le corriger me semblait inconfortable. Ce malentendu n'avait pas causé ses fautes. Cependant, il m'avait montré que le silence n'était pas toujours de la neutralité. Blue Haven a adopté des règles de divulgation de relations plus claires pour les dirigeants et les fournisseurs. Les surclassements de voyages pour les consultants externes nécessitaient désormais une approbation indépendante.
Les employés qui refusaient de modifier des dossiers de conformité ont reçu une protection renforcée. Les protocoles d'urgence familiaux ont été révisés, afin qu'un employé puisse quitter un événement critique sans être forcé d'inventer une excuse professionnelle. Aucune des réformes ne portait le nom de Milo. Sa maladie n'a été utilisée dans aucun matériel de formation, déclaration publique ou célébration interne. L'entreprise n'avait pas besoin de son dossier médical pour comprendre que l'honnêteté ne devait jamais devenir un risque professionnel. En juin, Milo se préparait pour un camp d'été de jour organisé dans son école maternelle. Il avait choisi un sac à dos couvert de dinosaures oranges, et avait insisté pour emporter 3 crayons, même si le camp fournissait le matériel de dessin. Le matin de son premier jour, je devais présider une réunion de gouvernance concernant la nomination de 2 nouveaux administrateurs indépendants. Les dossiers étaient ouverts sur la table de la cuisine pendant que je regardais l'heure, et rappelais à Milo de finir sa tartine. Il s'est tenu près de son sac à dos, avec une seule chaussure au pied. « Maman ?» J'ai levé les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a frotté l'avant de son cou. « J'ai mal à la gorge. » Il n'avait pas de toux, le visage n'était pas rouge, et ses jambes n'étaient pas faibles. Il avait mangé la moitié de son petit déjeuner et s'était disputé avec moi au sujet de ses chaussettes 10 minutes plus tôt. 8 mois plus tôt, je lui aurais peut-être demandé s'il était sûr. J'aurais peut-être regardé l'heure de ma réunion avant de l'examiner lui. Je l'aurais peut-être félicité de s'être quand même habillé. J'ai fermé le dossier. « Viens t'asseoir avec moi. » Milo est grimpé sur la chaise à côté de la mienne. J'ai vérifié sa température, je lui ai demandé s'il avait mal en avalant, et je lui ai donné de l'eau. Sa température était normale, sa respiration fluide. « C'est une petite douleur, une moyenne douleur, ou une grande douleur ?» ai-je demandé. Il a réfléchi. « Petite. » Merci de me l'avoir dit pendant qu'elle est encore petite. Il a scruté mon visage, attendant la conséquence. « Est-ce que je vais quand même au camp ? Pas tant qu'on ne saura pas de quoi ton corps a besoin. Tu es fâché ? Non. Tu as du travail ? Oui. Mais le travail peut s'adapter. J'ai appelé le pédiatre. L'infirmière m'a posé plusieurs questions et m'a proposé un rendez-vous plus tard dans la matinée. Il n'y avait pas d'urgence, mais elle a conseillé de le garder à la maison jusqu'à ce qu'il soit examiné. J'ai envoyé un seul message à mon adjointe, Milo ne se sent pas bien. Veuillez présider la réunion en suivant l'ordre du jour approuvé. N'appelez que si le conseil ne peut pas avancer sans un vote obligatoire. Le système ne s'est pas effondré parce que je m'étais retiré. Les administrateurs avaient les documents, mon adjointe avait l'autorité. La réunion a commencé sans que personne n'ait à inventer une excuse pour mon absence, ou à traiter l'amour maternel comme un échec professionnel. Milo était assis au comptoir pendant que je défaisais son sac à dos. Il a sorti les crayons et les a rangés dans un tiroir. « Peut-être demain » a-t-il soufflé. « Peut-être demain. » Il n'a pas promis de rester silencieux. Il ne s'est pas excusé d'avoir bouleversé la journée. Il n'a pas demandé si sa gorge lui faisait assez mal pour mériter le médecin. À la clinique, le pédiatre a constaté une légère irritation et le début d'un virus courant. Pas de pneumonie, pas de fièvre dangereuse, et aucune raison d'avoir peur. Du repos, de l'hydratation, et de l'observation suffiraient. Le résultat était presque sans importance. La confiance avait existé bien avant que l'examen ne confirme quoi que ce soit. Cet après-midi-là, Milo s'est endormi sur le canapé, pendant que la réunion de gouvernance se terminait sans moi. Mon adjointe m'a envoyé un court mot, m'informant que le conseil avait bouclé l'ordre du jour et reporté un point non essentiel. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre table. Quand Milo s'est réveillé, il a demandé de l'eau glacée et m'a dit que sa gorge lui faisait encore un peu mal. Je l'avais cru avant même que la fièvre n'ait eu besoin de monter. C'est ainsi que j'ai su qu'il commençait, à nouveau, à faire confiance au monde.